Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et ce nouveau concept. Je suis ultra heureux de vous le présenter parce que ça fait quand même quelques mois que j'y bosse, ça fait quelques mois voilà, que je brainstorm dessus et même quelques années vu que j'ai trouvé le nom il y a, il y a 3 ou 4 ans je crois à l'école de journalisme et je rêvais toujours depuis de le faire, ce format d'interview parfois très long pour revenir sur la carrière d'un joueur. Euh, et à côté de ça aussi, on fait pas que ça, on fait je mets tout ce que je fais en podcast, entre guillemets, l'analyse, le débrief des matchs, parfois comment dire? Les débriefs de grosses actualités, mais aussi le format que je fais sur YouTube, à savoir toutes les actualités de la semaine en moins de 10 secondes. Donc voilà, tout ça, c'est sur Spotify, sur, Deezer, sur les plateformes de streaming audio et je suis ultra heureux, de le lancer, voilà. Et voilà, donc c'est la première. Vous avez 1 h 50 de vidéo qui vous attendent avec Cédric Aimant. Si vous aimez pas trop rester végétatif devant un écran, vous pouvez, l'écouter en podcast et voilà, c'est la première émission. Le rendu est pas encore exceptionnel parce que j'ai pas énormément de moyens, mais voilà, il y a quelques petits échos, il y a quelques petits, bugs audio comme ça là sur le micro. Ça arrive, je suis désolé pour ça, mais ça s'améliorera, de fil en aiguille. En attendant, si vous voulez que j'ai de plus en plus de moyens et que mes vidéos soient de plus en plus quali, pensez à vous abonner, pensez à liker la vidéo et surtout pensez à me donner votre avis en commentaire, ce que j'aurais pu mieux faire, ce que vous avez aimé, ce que vous auriez aimé dont il parle. Même si la vidéo est déjà terminée et que je ne peux pas le réinterroger, moi ça me pousse à plus travailler les interviews, à choisir bien mes sujets, etc. Donc voilà, vous êtes les meilleures critiques, évidemment constructives, hein, dites pas des trucs débiles. Mais voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, merci d'avoir regardé cette introduction. Je vous laisse avec la vidéo, profitez-en bien. Bon, je regarde la caméra pour Ah. commencer. Bonjour à tous. Nouveau format de vidéo. Non pas seul, parce que d'habitude je l'ai fait seul, mais avec un invité un peu spécial. Non pas parce que j'ai Cédric Aimance en face de moi et que c'est quand même pas mal, mais parce que j'ai déjà fait une interview avec Cédric Aimance en avril dernier, en mai, Exactement. et que ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas marché. Ma faute, pas la tienne. Mais Peu importe le responsable, on se retrouve on se de retrouve nouveau. pour une C'est ça deuxième qu'il faut. fois, Voilà, les mêmes exactement. questions, et on va essayer d'y mettre la même intensité. Exactement. Attention aux réponses. Non, mais ça va être gentil. Bon, d'abord, Cédric Aimance. Oui. Qui es-tu? T'es un ancien joueur de rugby, t'as joué à Brive, Oui. t'as joué à Agen, t'as joué à Toulouse, où t'as fait la meilleure partie de ta carrière, c'est là où 10 t'as ans. été le plus long, 2001-2011. Tu t'y révèles, tu prends deux Brennus, tu prends 3 Coupes d'Europe, et tu termines à Bayonne en 2013. T'es aussi, pour l'anecdote, un international du 15 de France, Exact. aussi. Alors, le nombre de sélections que t'as... 59. 59 matchs, tu sais le nombre d'essais? Non. 16. Pas Ça- terrible. Oh, c'est un bon ratio quand même. Ouais. Surtout à cette période-là du 15 de Oui. France où c'était un peu compliqué. Bon, tu as disputé aussi donc, 2 Coupes du Monde, 2007-2011. Il y en a une où vous finissez en demi/petite finale. Bon, on s'en fout un peu de la petite finale. Exact. L'autre, tu vas un grade au-dessus, tu vas en finale. Un match dont on se souvient tous. Qu'on n'a pas su prendre ou qu'on n'a pas voulu nous donner. Ça dépend du point de vue. Et donc, voilà, ce que je t'ai dit la dernière fois, pour moi, c'est un immense plaisir de commencer cette série d'interviews avec toi. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 joueurs qui m'ont fait rêver dans ma carrière. C'est Cédric Aimance qui m'a fait découvrir le rugby avec ses chaussures orange. Et c'est Boden Barrett qui, quand j'ai décroché au milieu des années 2015, m'a rattrapé à la gorge avec ses satanés Hurricanes qui défonçaient tout le monde. Exact. Et donc, justement, on commence par ces crampons orange. Tu sais que je les ai cherchés chez moi. Oui. Je les ai trouvés. C'est vrai. Mais c'était pas totalement orange. C'est pas orange, c'est pas les mercuriales. C'est les mercuriales, D'accord. les mêmes que toi, sauf que ça commence orange sur le talon et ça Ouais. finit jaune devant. Je les ai retrouvés, j'y rentre plus dedans parce qu'ils font du 39. Bah, nous, elles étaient toutes oranges. Hein. Ouais, On ouais. était tous les deux avec Vincent Clerc. Ça venait d'une promotion de Nike qui lançait cette chaussure. On était les 2 rugbyman et il y avait Franck Ribéry qui faisait la partie pour les footballeurs. Et c'est vrai qu'on avait fait quelques pubs ensemble. C'était plutôt très sympa. Avec Ribéry ou avec Claire? Vincent avec Ribéry et moi j'avais fait avec, je crois, avec un autre joueur, je ne sais plus qui c'était. Je ne sais pas s'il était chez Nike, c'est Juan.
C'est pas Juan, c'est comment il s'appelle? Si, Hernandez. Juan Martin Hernandez. Juan Martin Hernandez. Wow. El Mago. El Mago, ouais. C'est vrai que c'est mieux El Mago, c'est moi. Ouais, c'est moi, non. Mais tu touchais pas de commission sur ces ventes parce que non, j'ai pas fait une Jordan. Parce que c'était sacrément iconique pour une jeune génération de joueurs. Ouais, mais il y en a plein qui m'en reparlent de ces crampons orange. Je crois que ce qui a marqué, c'est le match, forcément les phases finales qu'on fait avec le Stade Toulousain, mais le match où on avait lancé ça, c'était avec l'équipe de France face à l'Écosse. Et Vincent et moi, on avait plutôt fait un bon match. Il avait marqué, j'avais marqué. Et on s'était trouvé plein de fois sur le terrain. Et non, c'était une bonne campagne de pub pour eux et pour nous aussi. Ouais. Parce que visuellement, que ce soit avec Toulouse ou avec le 15 de France, ça marquait. Parce qu'en général, c'était une tunique bleu marine pour le 15 de France. Donc tu travailles avec tes godasses orange, tu as l'impression que tu as des highlights sur les chaussures. Et noir et rouge à Toulouse. Non, nous voyez. Hein. On avait vu plein de gamins après en acheter. Il y avait différents modèles, différents tarifs, on va dire. Mais moi, je me souviens quand je disputais les tournois sur les plateaux de Toulouse, quand je jouais au rugby. Il y en avait. Putain, il y en avait. Et puis nous, on avait la chance, comme Nike était le fournisseur, de les avoir carrément sur mesure, puisqu'il y avait une plaque carbone dessous. Ils nous avaient pris nos empreintes. C'était des petits chaussons. Hein. Et pour la petite histoire, je les ai pas gardés, puisque le patron de Nike Europe, son fils, qui était écossais, son fils voulait à tout prix les avoir et je lui avais offert. Voilà. Ah, des Nike, si vous regardez. S'il est passé à autre chose, le fils, c'est qu'il veut les redonner. Ouais. Bon, comment tu arrives au rugby? Question un petit peu bateau. J'arrive parce que mon père joue au rugby, mon oncle joue au rugby. J'ai ma famille qui est impliquée dans un club qui est Messac, à une trentaine de kilomètres de Brive, direction Collonges-la-Rouge. Et je démarre à 5 ans avec mes cousins dans l'embut quand mon père joue au rugby. Voilà. La classique. La classique. Après, je fais mon école de rugby dans un premier temps à Messac avec mes cousins. Eux, après, ils déménagent parce que mon oncle et ma tante sont amenés à prendre du business ailleurs professionnellement. Et à l'âge de, je ne vais pas dire de bêtises, donc c'est minime, ça doit être 13 ans, par là, 13-14 ans. Je suis recruté dans un premier temps par le Brive Olympique, le BO, qui jouait dans les mêmes couleurs que Messac, violet et blanc. Donc, je n'avais pas de problème et j'ai fait quelques tournois, on va dire, à l'époque, en double licence cachée. Et après, il y a la fusion de l'école de rugby Brive Olympique et le CAB. Et là, je vais au CAB. Et c'est plus à l'époque, il n'était pas, mais mon beau-père qui vient me chercher, Christian Badin, qui a joué à Brive, international de rugby. Et puis voilà. Histoire assez banale, mais après j'ai tenté de vouloir jouer au foot et mon père m'a dit oui, tu vas continuer à jouer au rugby. Voilà, donc j'avais le mardi rugby avec Brive plus les vendredis. Le mercredi, je jouais au foot en UNSS ou avec les copains et des fois les week-ends, je faisais un peu les deux. Ouais. Après, tu as une particularité, c'est que tu as fait du coup les espoirs et quand tu fais tes premiers matchs avec Brive, la première année, vous gagnez la Coupe d'Europe. Alors, il n'y avait pas les espoirs à l'époque. C'était quoi déjà? C'était la B. La Nationale B. Il y avait encore des Réchelles. Je suis trop jeune pour ça. Beaucoup trop jeune. Moi, j'ai eu la chance d'être dans une génération douée à Brive de Junior Crabos, avec qui on est champion de France. Moi, je suis surclassé. Donc, une année, je joue avec eux. Une année, je reste en Crabos. Et l'année où je dois monter en junior, j'intègre l'équipe 1 de Brive, donc je dois avoir 18-19 ans et je me retrouve à faire toute cette campagne européenne et d'être champion d'Europe avec Brive en ayant fait quelques matchs, en ayant joué quelques matchs lors du championnat. Donc voilà comment je me retrouve dans cette aventure. Et après, donc, est-ce que tu te sens un petit peu quand même gagnant de ce titre ou... C'est difficile à dire parce que... T'es jeune, quoi. À l'époque, pas du tout, pour être transparent. À l'époque, pas du tout. La relation que j'ai avec Laurent Seigne, elle n'est pas saine. Je m'éclate pas. En gros, je joue pas les week-ends ou peu. Je m'entraîne avec la première, mais j'ai interdiction de jouer avec la Nationale B ou les Réchelles. Je passe des mois sans jouer, je fais que m'entraîner, donc c'est pas l'éclate. Tu te fais chier, quoi. Je me fais chier. J'ai la chance d'être pris dans les équipes de France jeunes, donc là je peux jouer, mais tout est compliqué. Quand je dois me déplacer, j'apprends les convocations tardivement parce qu'ils veulent pas me lâcher. Parce que il faut rappeler pourquoi j'arrive là, parce que Jérôme Carras se pète, il y a un autre ailier qui se pète, donc voilà, je suis pas le premier choix. Il faut être honnête, je suis pas le premier choix.
Et je m'éclate pas. Donc, oui, je me sens parce que j'ai rencontré des mecs fantastiques comme Alain Penaud, Sébastien Viars, des mecs qui m'ont aidé, avec qui Laurent Travers, avec qui je garde de magnifiques contacts aujourd'hui. Mais voilà, je suis champion d'Europe parce que je suis sur la feuille de match. Mais même pas parce que je rentre même pas pour la finale. Laurent Seigne refuse de me faire rentrer sur la finale. Donc, je vis cette aventure. Merci. Merci, j'ai vécu un truc extraordinaire, mais il fallait que je me barre. Et c'est là que à l'été, j'ai Toulon qui s'intéresse à moi, j'ai Nice, j'ai Bordeaux et j'ai Agen. Je vais pour signer à Bordeaux. Et ça se passe pas mal parce qu'entre les discussions au téléphone. C'était quoi? C'était pas l'UBB à l'époque déjà? Non, c'était Bègle-Bordeaux. Moi, Bordeaux. avec les frères Moga. Et quand j'arrive pour signer mon contrat, ça ne reflète pas nos discussions. Donc, je refuse de signer le contrat. Et sur le chemin de retour, j'ai un bel accident de voiture. Ok. Je m'endors au volant, de fatigue, de décompression. Parce que tu rentrais à Brive, là. Ouais, je rentrais à Brive en voiture. Et quand j'arrive, ma mère me dit il y a un monsieur Lavigne d'Agen qui cherche à te parler. Donc, c'était le président de l'époque, malheureusement décédé maintenant. Avec qui je parle. J'ai pas d'agent, hein. Moi je discute avec mon beau-père qui fait le relais dans un premier temps avec les clubs et après c'est moi qui discute. Et puis ça match. Parce que ton beau-père à l'époque, c'était déjà ton beau-père? Ou c'était quelqu'un que tu connaissais? Ouais, je suis avec mon épouse depuis l'âge de 18 ans, donc ouais. C'est pas mal. Félicitations. Ouais, merci, on traverse cette tempête. Ça peut être sympa le mariage. Je parle pas en connaissance de cause, mais ça peut être sympa. Donc tu signes à Agen, du coup? Ouais, je signe à Agen pour une saison. Au bout de 6 mois, ils me demandent de signer 2 ans de plus. Au bout d'un an, ils me demandent de me rengager, ce que je fais. Et la 3e saison, à l'intersaison de la saison 3-4, je me fais une rupture du ligament croisé du genou. J'avais déjà connu ma première sélection en équipe de France. Là, c'est tout qui s'écroule. Hein. Je visais la Coupe du Monde 2003, je visais plein de trucs. Et puis le chemin passe. C'était en 2000. Ouais. Tu sais contre qui c'était la première sélection? L'Italie. Ouais. La première fois que l'Italie est dans le tournoi. Ouais. Tu avais gagné 42-31, je l'ai fait parce que j'ai noté. Ouais, moi, j'étais remplaçant, j'étais rentré, je crois, les 20 dernières minutes ou les 30 dernières minutes, je crois. Ouais. Et tu avais aussi fait une sélection après face à la Roumanie. Ouais, 2 sélections sur la même année. Roumanie et États-Unis, je crois qu'on avait enchaîné Roumanie ou je sais pas. Alors, je crois que tu n'avais pas joué sur les États-Unis parce que, en tout cas, sur le site de la FFR, ils t'ont pas noté sur les États-Unis. C'est vrai? Alors, moi, regarde. Les salauds. Non, je sais pas, c'est peut-être moi qui dis des conneries. Non, il y avait 2 Roumanies ou une Roumanie? Non, il y avait 2 sélections, Italie plus Roumanie. Ah ouais, c'est ça alors. On n'avait fait qu'une tournée en Roumanie. Je crois. Alors peut-être que c'est 2 sélections en Roumanie que j'ai oublié entre temps parce que. Non, mais peu importe. Oui, après je pars en Roumanie, mais après Bernard Laporte m'appelle donc à l'été d'après, donc je me prépare et en voulant me préparer correctement, je refuse les tournois avec les potes parce que moi je suis gamin là. Hein. T'as quel âge? J'avais 19, 20 ans. Les beachs, les tournois dans les petits villages que je faisais chaque été. Il y avait déjà le Sevens à l'époque? Ouais, on jouait à 7 quoi. C'était pas du 7, c'est on jouait à 7. Ouais. Et je vais pour me préparer, mon cousin qui est dans l'Ariège, qui joue à Saint-Giron, me dit viens, on a une fête de village, il y a un match qui clôture. J'ai dit je viens, mais j'arbitre. Ouais. Donc j'arbitre. Et il reste un quart d'heure, ça me démange. T'as pas eu la vocation? Non. Mais j'aurais aimé, hein, c'est un truc qui m'aurait... j'aurais aimé, ouais, ça m'aurait plu, mais comme plein d'autres choses. Et il reste 10 minutes, je dis, bon allez, je me mets à l'arrière un peu, là, et je tape dans les ballons, je relance pas. Donc l'arrière est intéressant pour un match de gala. Et il y a un ballon, je le remonte et mon genou cède. Et donc là, je rentre, je vois Thierry Armerel, je vois tout le monde. Bernard Laporte est au courant, il me dit, ne te fais pas opérer, je compte sur toi pour les tests de novembre. Mal de tête. Là, pour être transparent, je rentre de Toulouse, j'ai les résultats cliniques, confirmation que j'ai le croisé pété, mais Boussaton à l'époque, qui était le chirurgien de Toulouse, me dit mais t'as plus de ligament depuis un moment quoi. Donc j'avais un ligament fantôme puisqu'il s'était cassé il y a 1 an, 2 ans. Il y avait déjà... Tu l'avais pas senti? J'avais eu une alerte en tournée avec les moins de 20 ans, mais
comme j'avais des ischios un peu développés, des cuisses un peu développées, voilà, ça bougeait pas. Et là, sur de la fatigue musculaire, bon voilà, ça a sauté. Et là, ils me disent, tu peux tenter de pas te faire opérer. Et Boussaton me dit, si, je t'opère. Dans 7-8 mois, 1 an, tu reviens et tu te mets la Coupe du Monde 2003, donc, en point de mire. Je me suis opéré, j'ai regardé la Coupe du Monde à la télé. Donc non, je suis revenu au bout de 6 mois. Je suis sorti un peu, ce qui a amené un peu aussi la fracture à Agen, puisque j'ai voulu faire différemment. C'est-à-dire que j'ai pris un médecin, j'ai pris un coach perso. Et je suis allé me rééduquer dans mon coin en leur disant, dans 6 mois, je suis de retour. Et à 6 mois, j'étais de retour. C'est pas mal. Voilà. Tu te souviens de ta première saison à Agen? Il y a une particularité? Enfin, un résultat intéressant que vous faites? Oh, on se plonge dans les souvenirs, là. Je sais qu'on se faisait secouer par Toulouse. Ah, il n'y a pas une finale. Il y a une finale européenne. Il y a une finale européenne. On démarre très fort. Je crois qu'on marque 6 ou 7-0. Je ne sais plus si c'est à 6 ou à 7. Le challenge, c'était contre Colomiers. Colomiers. Et après, on prend une secouée, 40 points, je crois qu'on prend. À peu près, ouais. Ouais. Et c'est là que j'ai eu une première alerte aussi sur mon genou. Ok, à cette période-là. Ouais. Mais donc, tu as cette première finale, première saison. Là, tu es titulaire, par contre. Ouais. Tu joues. Ah ouais. Et après finale de Coupe d'Europe. Et je fais l'année d'après une finale de bouclier européen. Ta première sélection, est-ce que tu t'en souviens comment ça avait fonctionné? Est-ce que tu peux nous la raconter? Du moment où on t'appelle, comment ça fonctionne? Je suis au Crêpes à Toulouse. Je passe mes diplômes d'entraîneur que j'ai pas eu, que j'aurais pu tard, mais que j'ai pas eu par manque de sérieux et par calendrier impossible à valider, puisque à chaque fois j'étais pris par des sélections. Je vais pas m'en plaindre. Je crois que c'est au début des portables, j'ai mon téléphone et quand le cours se termine, j'allume et là, boum, des messages de partout, ça sonne de partout. Donc, c'était quoi comme téléphone à l'époque? Ça doit être un Sony Ericsson avec la paix. Donc il y a quand même un message dessus, c'était pas uniquement pour appeler. Non, ouais. Par contre, pour taper le C, il fallait appuyer 3 fois sur A, tu vois. Voilà, donc c'était long. Et je rentre dans ma voiture, je pars et mon épouse, elle me dit, donc j'appelle mon épouse, je dis des messages, je n'ai pas écouté, je prends le volant, je rentre. Parce que c'était à Toulouse et moi je vivais à Agen. Et elle me dit, mais réponds, ils ont cherché à te joindre. Comme Joe Mazzo avait été international avec mon beau-père, il avait appelé mon beaupère pour dire, on n'arrive pas à voir Cédric, il est où, il fait quoi? Qu'est-ce qu'il branle en gros? Ouais. Et j'apprends la radio, j'allume la radio et j'apprends la radio pour remplacer, je ne sais plus qui, Cédric Aimant s'est appelé. Bon là, tu es sur le périph', tu fais... Et donc mon téléphone sonne, je réponds à un numéro et c'est Joe Mazzo. Joe qui me dit, Cédric, dépêche-toi, tu es attendu à Paris demain matin, tu prends un avion depuis Toulouse, donc reparti à Agen, faire mon sac, je prends quoi? Donc j'ai pris le crampon, des affaires de... Il n'y avait pas les dotations à l'époque? Si, mais moi, j'arrive, je suis comme ça. Hein. Ouais, je connais rien de toute façon. À part il y a des loulous en équipe de France à ce moment-là, il y a des mecs, ça fait un moment qu'ils y sont. Ouais. Et donc le lendemain, je pars pour ma première sélection. Est-ce que c'était dur de s'intégrer à l'époque? Parce qu'il y avait c'était pas dur. Il y avait toujours ces rumeurs. Beaucoup de bienveillance, mais il n'y avait pas de clan méchant. Mais il y avait des gens qui étaient habitués à vivre ensemble. Ouais, voilà. Ouais. Puis moi, j'étais un gamin de 19 ans qui arrivait. J'étais avec Thomas Lièvremont en chambre. Alors, on en parle, on en rigole parce qu'on est toujours potes. Il m'a dit que tu m'as fait vivre l'enfer. Jusqu'à 2h, lui qui est un dormeur, jusqu'à 2h du mat. Et ça se passe comment? Et on fait comment? On fait ci, on fait là. Au repas, donc des grandes tablées, puisqu'on est à Clairefontaine. Et moi, je vois les mecs qui mangent, donc je m'assois, non, c'est ma place, donc je me mets dans un coin. Mais tout vraiment avec de la bienveillance et aucune méchanceté. Hein. Et le fromage circule et personne n'en prend, sauf quelques anciens. Moi, je dis, attends, mon fromage, oui. Wow, ce que j'aurais... le jeune, il arrive, il mange du fromage. Il s'empile la plaquette. Ouais, donc j'ai arrêté. Je me suis mis dans mon coin et j'attendais que tout le monde se serve. Je regardais et je faisais du copier-coller. Et donc après, il y a quelqu'un à Agen qui a pris l'entraînement, c'est ça? Qui a pris le poste d'entraîneur, c'était Delo à l'époque? Ouais, Delo qui arrive sur ma dernière saison. Il a eu une influence sur toi ou... Oui, parce que cette influence toulousaine qu'il a en lui, qu'il a construit, parce qu'il faut dire que Delo a fait quand même beaucoup pour le jeu à Toulouse. C'est pas un petit nom, quoi. Il m'a amené cette réflexion qui était naissante chez moi, puisque j'avais Jean Faro, Pierre Néra, mes éducateurs gamins, jusqu'en Crabos, donc, qui sont méthode de Leplace, avec Pierre Villepreux, le jeu de mouvement, réfléchir, se balader sur le terrain, dézoner. Et moi, ça m'allait plutôt bien. Donc, il m'a dit, voilà, je te veux plus là, je joue comme ça, mon attitude corporelle, elle est comme ça, viens après moi ou viens après les centres, on va t'intégrer, les ballons. Et oui, il m'a amené cette réflexion-là que j'ai compris et peaufiné et pas amélioré, parce que je n'ai pas amélioré la réflexion sur le jeu, mais
Quand je suis arrivé à Toulouse, je n'étais pas perdu. Sur ce point-là, physiquement, j'étais perdu parce que ça allait plus vite, ça courait plus, c'était plus compliqué. Mais en tous les cas, dans l'envie de jouer ce rugby-là, j'étais en adéquation avec. Et juste reviens de ta première sélection, j'ai lu que pour avoir fouillé les journaux de l'époque, etc., Benazi t'avait fait un petit cadeau en rentrant après ta première sélection. Quand je rentre à Agen, bon, bien sûr, les médias me tombent un peu dessus, puis j'arrive remplaçant, je rentre, ça gagne, c'est les derniers matchs ou avant-derniers matchs, je ne sais pas, peu importe. Et beaucoup de pression, et Abdel arrivait à l'entraînement, donc le club me laissait en congé la semaine d'après, et il me dit, tiens, voilà les clés de mon appart à Biarritz, et va te reposer, va t'isoler, parce que tu vas voir que ça peut être compliqué. Donc moi, avec ma petite copine de l'époque, qui est devenue ma femme, on est parti tranquille à Biarritz. Super cadeau. Bon, Abdel, ceux qui le connaissent ne seront pas surpris, ceux qui ne le connaissent pas, c'est quelqu'un de généreux, de grand, qui a une belle âme, donc ouais, ça m'avait fait du bien. En plus, il est grand. Ouais, déjà. C'est facile d'avoir une grande âme quand tu es grand. Bon, après, quand tu quittes Agen pour Toulouse, comment ça se passe? Ça se passe qu'ils sont déjà venus me chercher. Je n'étais pas au courant. Toulouse? Ouais. C'est mon beau-père qui traitait avec Jean-Michel Rancoul. Ouais. Et mon beau-père lui dit non, il n'est pas prêt, il faut qu'il mûrisse, il faut qu'il s'aguerrisse, il faut qu'il s'endurcisse, laisse-lui une saison de plus. Donc c'est ce qui se passe, mais je ne suis vraiment pas au courant. Et je me pète le genou, et quand je reviens, Toulouse revient à la charge en disant, même s'il n'est pas totalement revenu, nous, ce qu'on a déjà vu nous intéresse, et je signe. Mais il me restait 1 an de contrat. Ça ne se passe pas bien avec Lanta. Ça se passe moyennement avec le président de l'époque d'Agen, qui n'est plus Lavigne, qui est M. Guignard, je crois. Et je tombe sur l'avocat du club, qui était déjà un ami. D'Agen ou de Toulouse? D'Agen. Qui me dit, j'ai essayé de t'aider dans cette transaction. Le club demandait, je crois, 800 000 francs à l'époque. Et moi, j'avais des économies, donc j'ai mis carte sur table, toutes mes économies. Ça fait quoi, 800 000 francs 150 000? Non, 120. 120 000. Et je mets toutes mes économies, je leur dis, voilà, j'ai tant. Mais je peux pas faire mieux. Et donc, grâce à lui, j'ai pu partir avec cette indemnité revue à la baisse, parce que le stade il était hors de question que le stade, pour des raisons qui leur sont propres, politiques, déontologiques, de racheter ce contrat, à l'époque. Important de préciser. Et donc, je pars libre avec un très bel entretien avec Christian Lanta, qui me dit, de toute façon, tu t'es pété le genou. Moi, je l'ai eu, qui était entraîneur avec Christophe Dello à l'époque. Il me dit, tu reviendras jamais au haut niveau. Ta carrière, c'est limite terminé. Il a eu du nez, non? C'est motivant. Ouais. Bon, non, ça amène de la rage. Mais après, bon, ça amène de la rage. C'est son problème à lui, c'est pas le mien. Bon, tu arrives à Toulouse. Ouais. Ils viennent d'être champion d'Europe, de France. Champion de France, ouais. Contre Montferrand, il y a une saison 2001. Et c'est magnifique de Michel Marfin. Et l'apothéose, tout le monde découvre Michalak, Poitrenaud, Jean-Jean. J'arrive dans un groupe à caractère. Ouais, justement, comment tu arrives à Toulouse? C'est la grande époque. Comment ça se passe ton arrivée? Comment est le club à l'époque? J'ai la chance de pouvoir connaître quelques joueurs comme William Servat, il y a Jean Bouillot, Xavier Garbajosa, Fabrice Martinez, qui était entre espoir et première. Donc l'intégration, elle est plutôt rapide dans mon intégration de joueur de vestiaire. Après, il y a l'intégration rugbystique, la place à se faire dans le vestiaire. Et là, ça a été pas compliqué, mais ça a été dur, très dur. Parce que fallait prendre un groupe qui avait l'habitude de vivre ensemble, qui était auréolé d'un titre de champion de France, l'émergence de nouvelles stars, ce qu'on disait tout à l'heure, Poitrenaud, Jean-Jean, Michalak. Je joue plutôt assez rapidement, le début de saison, ça se passe bien. Après, les phases finales arrivent, je joue un peu moins, mais je suis toujours dans le groupe, je suis concerné. Mais c'était chaud, quoi. Parce que le vestiaire avait du caractère, puis moi je découvrais des stars, hein. Donc des Fabien Pelouse, des Hugues Miorin, des Emilien Tamac, des Stéphane Augier, du moins. C'était chaud. Hein. C'était un peu bienveillant comme le 15 de France ou... À Toulouse, si tu bosses et si tu sais rester à ta place en montrant une force de caractère, il n'y a pas de problème. Et tu penses que tu manquais de ça au début? Non, je pense que je suis arrivé
je suis arrivé avec un retard physique parce que les gens ne se rendent pas compte, mais ils travaillent durement physiquement pour pouvoir répondre à l'exigence de ce sport qui est dur physiquement. Court beaucoup. Il y avait des grandes séances de physique, je n'arrivais pas à les terminer. J'étais à la rue, j'étais avec des troisièmes lignes, moi. Tu vois, et quand tu avais toutes les petites stars devant qui couraient à bloc, j'y arrivais pas. Il m'a fallu un an et demi pour me mettre à niveau physiquement. Le jeu, les repères, et puis après, il faut gagner sa place. Et puis, on avait des entraînements en opposition, c'était plus dur que les matchs le week-end. Hein. Ah ouais, carrément. Ah ouais, ça tapait grave. Hein. Jusqu'à des accrochages physiques. Hein. Oui, ça... Ah ouais, mais aujourd'hui, ça se fait plus. Hein. Oui, il y a des... Comment on appelle ça? T'as les matelas, là, pas les matelas, mais les boucliers ou placerons. Les boucliers, exactement. Mais nous, c'était feu. Hein. Ouais, il n'y avait rien. Bon, j'ai une image... je crois que ça doit faire un mois et demi que je m'entraîne. Et puis, bon, j'ai envie de prouver. Donc, je suis un peu un petit chien fou. Ouais. Donc, je gratte les ballons. Et les vieux me disent reviens plus, on est à l'entraînement, reviens plus. Et puis, je revenais. Ouais, à pieds joints, ils m'ont sauté dessus. Maintenant, tu vas arrêter de venir. Bon, j'y suis retourné. Parce qu'ils ont vu que j'avais du caractère. Mais c'est que des petits messages comme ça. Ouais. C'est que tu t'entraînes, tu lâches rien. La barrière entre avoir du caractère et l'arrogance, elle est infime. Avoir du caractère, c'est ne pas se laisser faire et surtout démontrer. L'arrogance, c'est dans l'attitude, c'est pas ça, quoi. Moi, j'étais pas arrogant. J'arrivais avec une réputation qui n'était pas nickel, hein, sur le côté j'ai le bocal. Ils m'ont vite remis à ma place. Il n'y avait plus de bocal. Tranquillement, sereinement, mais avec beaucoup de bienveillance. Et je tiens à le dire parce que ce vestiaire était dur, mais il était bienveillant. On ne laissait jamais quelqu'un sur le bord de la route. Après, s'ils donnaient les moyens, ils jouaient pas, il y avait des rôles de coach. Mais c'est pendant 10 ans, j'ai vécu un vestiaire de rêve. De rêve. C'est le Stade Toulousain, quoi. En fait, c'est un peu le... comment dire, c'est un peu l'apanage du Stade Toulousain, cette ambiance très familiale qui fait que tout le monde se sent bien. On le voit encore aujourd'hui. D'une dureté. Les joueurs, ils veulent pas partir du stade. Il y en a très peu. C'est vrai qu'en général, quand un joueur part, c'est... Ouais, c'est soit qu'il est en fin de carrière et qu'il veut vivre une autre expérience ou qu'il joue pas. Donc, mais une fois que tu as gagné ta place, c'est dur de la laisser. Après, quand tu es au Stade Toulousain, tu es visible. Pour le business, les marques, les droits d'image et tout, c'est plus facile d'être à Toulouse parce que tu es retransmis. Ouais, c'est tout le temps prime time. Et puis l'équipe de France. Tu sais que tu joues à Toulouse, tu as quand même 60% du chemin qui est fait, quoi. Après, il peut y avoir une concurrence féroce. Hein. À l'époque, déjà au club, il y avait Vincent Clerc, il y a eu des Jean-Jean, des Poitronneau. Il y avait Christophe Dominici, Aurélien Rougerie. Il y en a eu, hein. C'était pas simple, mais une fois que tu es dans ce club-là, et puis quand tu dis que tu joues, j'ai pas retrouvé ça ailleurs. On partait toujours pour gagner, quoi. Ouais. On s'est jamais dit, tiens, on va jouer là, bon, on verra ce qui se passe. Tu te déplaçais toujours pour gagner. Donc, tu n'avais pas la peur de perdre. Tu avais l'envie de gagner. Et c'est différent. Dans ta préparation de semaine, tu es confiant. Tu savais que des fois, tu avais des équipes plus ou moins remaniées, fortes. Mais tu avais cette mentalité-là. Et honnêtement, quand tu appuyais sur le bouton, un peu de la fierté, de se dire on va aller faire un résultat sans prétention, mais on le faisait pas à chaque fois parce que c'est faux. Mais on se donnait plus les moyens que peut-être d'autres équipes de le faire. Tu reviens aussi en équipe de France sur l'année 2002. Tu as une pause de 15 de France de 2 ans. Ouais. Est-ce que tu sais qui tu affrontes en 2002 ? Il y a une très très grosse équipe assez connue. C'est les Blacks ? C'est les Blacks, avec la génération Lomou, Aoulet, Keulen, Omaga. Où ça ? À Marseille ? À Paris ? Laisse-moi te trouver ça. Je pense que c'était à la maison, ouais. Je pense que c'était à la maison parce que sur cette saison-là, tu fais l'Australie, l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. Sur la saison 2002. Pour te refaire un map. Ah, mais je sais où c'est la tournée, c'est la tournée de novembre. C'est la saison où avec le Stade Toulousain, tu perds en demi-finale de top 14 face à Agen. Et sur la Coupe d'Europe, tu es éliminé en poule et tu es deuxième et pas incroyable la saison. Non. Saison de transition après,
Saison de transition, il me dit, ils ont rien gagné. Saison de transition, Ouais, c'est saison de naze, oui. Vous veniez de gagner contre Montferrand. Enfin, toi, non, mais. Ben, eux, oui, moi non. Saison de naze. Oui. Quand t'es au stade, c'est une saison de merde, ça. Oui, mais tu vois ce que je veux dire. Non, je vois pas ce que tu veux dire. Bref, t'affrontes les Blacks, les Lomou, Aulette, C'est Quelen. pas moi qui joue le mot, hein. Maga. C'est Vincent Clerc qui l'a en face de lui. Oui, Et mais- bravo. Oui. Tant mieux. Oui, mais tu avais Ouais. une sacrée génération Ouais. de tabanards en face. Est-ce que tu te souviens de ce match? Alors, si je me trompe pas, c'est à Paris, les Blacks. Mm. Je sais pas si on gagne. On doit pas gagner, non. On doit se faire secouer. Je crois que c'est un match nul. Je l'ai Ah ouais, souligné en noir. Match nul, donc. Bah ouais, parce que ça doit être mon premier haka. C'est magnifique. Le premier haka, je l'ai pas hyper apprécié. Ah ouais? Bah, parce que tellement concentré, tellement dans le truc, tu sais ce qui se passe en face, mais tu dis, mets-toi vite dans ta bulle parce que tu vas avoir le bordel. Hein. Et il y a qu'après, une fois où j'ai réussi à avoir l'expérience, maturité, prendre un peu de recul, je me dis, waouh, quel bonheur, quelle chance d'être là, quoi. Et après, il doit y avoir les Sudaf à Marseille. Je marque, c'est marrant parce que j'ai revu l'essai il n'y a pas longtemps. Je marque sur une croisée avec Jean-Baptiste Elissade. Ok. Oh, il faut vous dire que là, ce réveil musculaire avec Bernard Laporte. Face à l'Afrique du Sud. Ouais, à l'Afrique du Sud. On fait un réveil musculaire, on n'est pas très sérieux. Et il craque, Bernard, il nous met dans le couloir des 5, les avants contre les 3/4. Réveil musculaire, on était chaud. On était chaud pour toute l'après-midi. Après, on gagne ce match-là. Et après, on a l'Australie, je crois qu'on gagne aussi. Sur Non, vous l'Australie. perdez contre On l'Australie. perd. Bah, moi, j'avais envie de gagner. Voilà. Non, mais. Comme Je nous voyais gagner. Et ça doit être à Paris, les Australiens. C'était ça, ouais. Bon, la deuxième saison au Stade Toulousain, elle va être un peu plus fructueuse que la première, si tu te souviens. Vous Perpignan. remportez la Coupe d'Europe. Face à Vous Perpignan. perdez en demi-finale quand même face au Stade français, où tu es remplaçant. mais vous, Stade français, où ça? À Bordeaux? Alors, c'était en finale. Ah. Donc, c'était au Stade de France. Ah oui, en finale, pardon. Ouais, je suis J'ai dit passé. demi-finale, je suis désolé. Ouais. C'était en finale, tu es remplaçant. Attention. De Perdez. finale dans l'année. Après, vous gagnez la Coupe d'Europe et vous perdez. C'était comme ça à l'époque. Ouais, non ouais. Parce que quand on prenait le bouclier, on perdait la finale. Quand tu prenais l'un et C'était tellement l'autre. dur, en fait. Ouais, et puis je ne vais pas donner d'excuses de calendrier, mais la préparation n'était pas à ce niveau-là. Aujourd'hui, il y a je crois que le premier club à avoir fait le doublé, c'est Toulon. Et après, le Stade l'a fait. Mais parce que c'est une préparation qui démarre plusieurs années avant ou même pendant l'été, où tu sais que tu dois monter en puissance au mois de novembre-décembre pour tes matchs de poule. Après, tu as les phases finales en janvier, tu retombes. Ouais, voilà. C'est un peu Puis ça. tu avais la aujourd'hui. finale à 15 jours d'intervalle ou 10 jours d'intervalle. Ah, tu sais que tu as 2 sommets physiques. Ouais, Alors aujourd'hui, voire 3. Ouais. Aujourd'hui, c'est un mois, mais Ouais. tu sais que. Ouais. Bon. En tout Puis cas, on fêtait certainement très bien les titres d'Europe. écoutez, moi, j'étais pas, mais si tu Non, veux moi que- je peux le dire, oui, on les fêtait bien. Ouais. Ouais. Donc, est-ce que tu te souviens de cette finale? T'es remplaçant, mais comment tu la vis, toi? Stade français, on parle Coupe d'Europe. Hein. Non, Non. c'était Perpignan en finale. Ah oui, De pardon, Coupe d'Europe. Perpignan. Ça. Perpignan, vous perdez en finale. Comment je la vis? Non, pas très bien, parce que je sais que je suis remplaçant, Ouais. je rentre pas, et j'ai un petit accrochage avec Philippe Roger-Thomas dans les vestiaires. À propos de quoi? Bah, le fait de ne pas me faire rentrer, que j'en ai ras le cul, que ça me casse les bonbons. Et tu l'as à la fin du match, cette altercation? Ouais, mais ça n'empêche pas. Hein. Non, mais ça arrive. Bah ouais, voilà. Donc tu l'as un petit peu mal vécu, mais tu l'as bien fêté, c'est ça? Bah ouais, après j'avais joué la demi, j'étais rentré, du moins, voilà. Ah ouais, ouais, voilà. Caractère et ambition, et c'était pas de la grosse tête. J'avais une soif de jouer, une soif de jeu. Des fois, je l'exprimais mal, mais au fond de moi, eux savaient qu'il n'y avait il y avait rien d'autre que de l'envie de jouer. Ouais, c'était pas malsain, quoi. Ouais, il y avait aucune. Puis c'était franc, c'était direct. Il n'y avait pas par derrière, c'était cap à cap, quoi. Tu parles au prépa physique? Non, non, c'était cap à cap. Ok, et la finale contre le Stade français, c'était quand même le grand Stade français de l'époque, Ouais. le très très grand. Est-ce que Ouais. tu as des souvenirs, toi, de ce Stade français-là? Pas forcément cette année, mais globalement. Ouais, ils sont solides. C'est Marconnet, c'est Oradou, c'est Poul John, je ne sais pas s'il y a encore ou pas. Christophe Juillet, le poison à la mêlée argentin, Pichotte? Pichotte, Hernandez, Domenici, le Brian Limbenberg, je pourrais tous les faire. La Corletto, je pourrais tous les faire. Ouais, c'était costaud. Mais quelle belle rivalité. C'était Je pense que les deux clubs
surtout Max Gozzini qui se tirait la bourre avec René Bouscatel, ont fait passer le rugby dans une autre dimension. Déjà, Max Gozzini, par le fait de mettre au Stade de France un match, des places à 5 € pour que toutes les familles puissent venir remplir 80 000 personnes pour un match de saison, le Sud, le Nord, le Capitole contre la Capitale, tout était écrit. Et puis, les deux clubs le jouaient très bien. Il y avait cette rivalité, mais il y avait énormément de respect entre les deux. Et puis nous, sur le terrain, il y avait des places à gagner en équipe de France, donc ça se tirait la bourre grave. Mais après, ce qui était drôle, c'est qu'on en rigolait quand on se retrouvait en équipe de France. Mais c'était l'apothéose. Il y avait quelques matchs à jouer, celui-là, on faisait partie, ouais. Bon, en 2003-2004, on repasse sur le volet international. Tu remportes ton premier titre avec le Grand Chelem. Alors 2003-2004 du coup. T'as joué qu'un seul match. Ouais, alors, Pays de Galles, au centre. Je remplace au centre avec Yannick Josian. C'est rigolo, hein. C'est pas mal. Et est-ce que c'est un peu comme le titre à Brive? Est-ce que tu t'en je m'en fous là. Après ça, je me suis dit déjà, t'as la chance d'y être. Deux, arrête de te plaindre et fais tout pour être sur la pelouse. Voilà. C'est surtout fait tout pour être sur la pelouse. Parce qu'il est bien facile de dire je joue pas, l'entraîneur ne veut pas me faire jouer, il m'aime pas. Je connais pas un entraîneur aujourd'hui qui met sur la pelouse une équipe dont il n'est pas persuadé qu'il va remporter le match. Est-ce que j'envoyais les bons signaux? Est-ce que j'étais assez convaincant? Est-ce que mes doutes prenaient le pas dans le regard des entraîneurs? Aujourd'hui, avec du recul, j'aurais aimé avoir cette analyse-là à ce moment-là. Je sais que là, stop, je prends du plaisir. Je dis stop, arrête tout ça. Et je pense qu'après, on va y revenir, mais j'enchaîne beaucoup plus de titularisation. Ma saison s'installe. Je m'installe aussi à Toulouse en tant que titulaire plus régulier. Non, je le vis bien. Et puis bon, je rentre au centre avec Yannick Joséon. Je lui dis, Yannick, déjà, un, tu vas te mettre premier centre. Et deux, j'ai pas envie de plaquer, moi. Donc, et donc il m'a dit, plaque pas, je plaquerai. Voilà. Juste pour revenir sur un truc intéressant, le changement mental que tu as, tu l'as tout seul ou tu l'as en réflexion avec d'autres? Comment tu l'expliques? Non, j'ai la chance d'avoir à ce moment-là un entourage très proche qui est ma femme, qui connaît le milieu, puisqu'à ce moment-là, elle est journaliste, elle, au Midi Olympique. Elle connaît le milieu, elle connaît les rouages, elle sait comment on peut monter, descendre, dans le sens, pas descendre pour critiquer, élever un joueur plus ou moins. J'expérimente quelques voies, chemins de sophrologie, ça marche pas. Je lis quelques bouquins sur la psychogénéalogie, qui apprend simplement qu'on est la résultante de ses parents qui sont eux-mêmes, voilà, ainsi de suite, de ses grands-parents. Puis tu remontes jusqu'aux Gaulois. Non, voilà, je me suis arrêté à mes grands-parents. Et j'essaye de décortiquer tout ça, de le comprendre et de me prendre en main. J'ai aussi la chance d'avoir, qui est toujours un ami très très proche, Fabien Pelouse, qui m'explique pas mal de choses. Je me souviens d'être sous la douche, tranquille avec lui à discuter. Il me voyait la tête appuyée, l'eau chaude sur le dos. Il me dit, mais arrête quoi. Déjà, un, tu es dans un des plus grands clubs. Et deux, montre que tu veux jouer quoi. Montre que tu as du caractère, lâche pas, fais pas un entraînement de bon, un moyen, vis l'expérience à bloc. Donc règle ça. Et puis je voulais tellement prouver que je jouais pour montrer. Mais j'avais pas besoin de montrer, il savait donc quoi j'étais capable. Mais il fallait que je sois constant. Et je sais qu'à ce moment-là, j'avais des grandes discussions avec Guy Novès, solides par moment. Toujours pareil, hein, face to face, face à face. On va en reparler de Guy Novès parce que c'est un monument sacré un petit peu. Non, on est arrivé loin dans les discussions. Hein. Tu me fais pas confiance, tu me prends pas. Ouais, tu vois, c'était chaud. Hein. Ah, tiens, on va en parler pour une première fois parce qu'on va s'arrêter cette saison 2003-2004. Du coup, tu signes en 2001 sur ces 3 premières saisons. Comment il est, Guy Novès? Il m'observe, on se comprend pas. Je l'observe, je le comprends pas. Ok. On n'arrive pas à trouver de points d'accroche. Pourtant, on a plein de choses en commun. La pêche, la chasse, la joie de vivre des bons moments. Mais ça ne matche pas. Ça matche pas. Il y a de la confiance et du respect réciproque. Mais on ne trouve pas le moyen de se comprendre.
Moi par mes actions, lui par ses choix. Je le comprends, hein, avec le recul, il a des joueurs qui performent comme, je crois qu'il y a encore Emile Ntamak, il y a Vincent Clerc, il doit y avoir encore Garba, il y a Gareth Thomas. Moi, je regroupe une dizaine d'années là dans mes souvenirs. Hein. Et puis il y a l'élément qui va tout déclencher, c'est que après la demi-finale perdue face à Agen à Montpellier, je demande à quitter le club. Ok. Il me reste un an de contrat. Biarritz me fait les yeux doux. Qui tournait, hein, Biarritz tournait aussi. Et j'ai dit, Oui, c'était le Grand Biarritz, quoi. Hein, je me dis, feu, quoi. Feu. Donc, je négocie ma rupture de contrat avec René Bouscatel et mon beau-père, qui là m'accompagne, qui avait discuté depuis déjà quelques mois avec Biarritz. Ça m'a protégé, ça, hein, de ne pas avoir ces tracas en tête tout le long. Et donc, je monte réellement dans le bureau de René Bouscatel, je me rappellerai toute ma vie, et j'ai la lettre de rupture contre 0 indemnité. Voilà. Et au moment de la signer, Guy Novès qui rentre dans le bureau, qui n'était pas prévu. Hein. C'était pas, oui, tu n'attendais pas. Et là, je dis, mais qu'est-ce qu'il fait là, quoi. Et là, il me dit, on peut parler. Je dis, bien sûr. Donc, il s'installe, il me dit, voilà. Avec René Bouscatel ou en face-to-face? Non, René Bouscatel, il y a tout le monde. Hein. Et il me dit, bon, mais c'est un échec pour toi, pour moi, pour le club. On n'a pas réussi à se trouver. Mais je voulais te dire qu'on ne doute pas de tes capacités de joueur, de ta capacité à t'intégrer à long terme au Stade Toulousain. Mais aujourd'hui, ce que tu produis au Stade Toulousain, la manière dont tu réfléchis, ta motivation, que tu ailles à Biarritz ou ailleurs, ça sera toujours pareil, Cédric. Il faut que tu règles pour savoir pourquoi tu joues, comment tu joues. Parce qu'à Biarritz, tu auras le même problème. Et il me dit, il faut que tu arrêtes de jouer pour prouver. Il faut que tu joues pour performer. Et après, si tu es performant, tu n'auras pas besoin de prouver, puisque tes performances montreront que tu es capable de jouer à ce niveau-là. Et il me vexe grave. Ah ouais? Ah ouais. Ça te pique? Ah ouais. Et je dis, donc, sur un coup de tête, donc, j'ai la lettre, hein, j'ai le stylo qui est posé. Hein. J'ai dit, tu sais quoi? J'y vais pas à Biarritz. Voilà. Je m'arrangerai avec Biarritz, j'y vais pas. Par contre, dans 6 mois, c'est toi qui reviendras me voir pour signer. Et là, je pars un été, je m'isole, je pars encore, je travaille comme un con, je reviens. Et 6 mois après, il me dit, on signe. Et j'avais réglé mon problème. Il a fallu que moi, je fasse une introspection. Peut-être que lui ait une autre vision de moi par mon attitude. Il m'a piqué, il a vu que j'avais du répondant. Mais je raconte ça, mais ça a été compliqué. Hein. Il ne faut pas croire que je me rappelle de scène. Il annonce l'équipe pour un match au Stadium, je suis remplaçant. Il annonce l'équipe, il me fait « Oui, c'est vrai que je sais, on se verra après ». Donc il annonce l'équipe, on restait tous les deux sur la pelouse. Le bus partait et on s'expliquait, mais combien de fois assis au milieu de la pelouse tous les deux, à essayer de se comprendre, mais à monter crescendo. À hurler ou juste Non, bah non, parce qu'on n'est pas sauvage. Mais des mots forts hein, que je garderai pour lui et moi, mais des mots forts. Hein. Et c'est un manager qui nous ramenait, il était devant, moi derrière, il n'y a pas un mot jusqu'au lendemain. C'était chaud. Hein. Est-ce que c'était le truc de la discussion dans le bureau de Bouscatel, c'était le premier non, c'était la finalité. Non, mais est-ce que c'était la première fois que vous compreniez vraiment ou que tu non, comprenais ça a été, je pense qu'il a mis vraiment le doigt sur quelque chose qui était sensible chez moi. Et moi, je pense qu'à ce moment-là, j'étais apte à l'entendre. J'étais capable d'entendre son message. Et dans ma tête, mais c'est marrant, hein, ça s'aligne les planètes. Hein. C'est marrant, je me dis, mais ouais, peut-être qu'il n'a pas tort. Avant, j'étais persuadé qu'il avait tort. Et je dis, putain, peut-être qu'il n'a pas tort. Et je dis, allez, dans ma tête, ça fait qu'un tour. Je dis, allez, donne-toi 6 mois. 6 mois, si ça ne marche pas, je décale d'un an, je suis jeune, c'est pas très grave, je ne suis pas trop en équipe de France, mais c'est pas grave, quoi. Et piqué, ouais. Piqué, grave. Et donc, je finis cette année-là et on rediscute au bout de 6 mois. Je crois qu'on prolonge d'un an ou je ne sais pas ce qu'il y a. Et après, je signe un des premiers longs contrats au Stade, 5 ans. 5 ans? Ouais. C'était énorme pour l'époque. Ouais. Je dis, je finis ma carrière là. Okay. Il me dit, moi, je suis d'accord. Il me dit, combien tu veux 5 ans. C'était la limite maximum, non, je crois, à l'époque. Ouais. Et je lui dis 5 ans.
Va voir le président, dis-lui que je suis à voir. Ok. Parce que ça se passait comme ça, parce que tout le monde imagine, mais c'est le boss en bas qui dit je le garde, on renouvelle pas. Ce qui est logique. Bouscatel négocie en gros. Bouscatel, avec Jean-Luc Brumont, définissent le montant. Donc quand ça allait pas, que tu montais voir le président, que tu avais une enveloppe qui allait pas, tu retournais voir Guy qui te disait je parle pas d'argent. Mais tu dis Guy, ça va pas. Je parle au président. Okay. Mais avec le joueur, il parlait jamais d'argent. Ok. Ouais, c'était uniquement de l'intention en fait. Ouais, de l'intention et de dire je veux le garder. Après, si tu étais déraisonnable et que le club ne pouvait pas, il savait dire non. Voilà. Bon, donc ça va mieux. Et sur la saison 2005, est-ce que tu te souviens ce qui se passe? Va falloir m'aider. Vous avez un titre quand même? Champion de France? Non. Champion d'Europe? Ouais. Contre une équipe. Ah non, en 2008, je suis quand, moi, premier titre de champion de France. Ouais. 2005, c'est où tu remportes ta deuxième Coupe d'Europe, la troisième pour le club, du coup. Ouais. Et en finale, justement, c'était face au Stade Français. Ouais, je suis remplaçant et on rentre avec Fred Michalak à Édimbourg. Et avec Fred, ça se passe plutôt bien quand on rentre. On a de la longueur de pied. Et ouais. C'est bonheur. Une finale marquée par Guy Novès qui, pour défendre notre chauffeur, à qui on empêche, parce que le chauffeur du Stade Toulousain avait une place importante dans le dispositif. C'est-à-dire, hormis de nous amener de point A à point B, il aidait, puis il était proche des joueurs, un vrai personnage. Lulu, si tu te reconnais, Lucien. Qui est plus, mais qui est maintenant rentré dans le staff pour aider le Stade Toulousain, qui était une figure emblématique, qui est toujours, mais un personnage magnifique. Ouais. Et donc, Guy voulait qu'il descende pour fêter avec nous la victoire sur le terrain. Et puis, comme il n'avait pas la fameuse accréditation que Guy monte en créneau, je crois, monte en pression, pardon, en créneau, non, en pression, et s'accroche avec service d'ordre qui le mettent en prison. C'est bon ça. Vous êtes au courant, vous, sur le terrain? Alors, je t'avoue que non. Ouais. Mais quand on dit il est où, on nous dit bon, il est dans le stade en prison. Et vous le revoyez de la soirée ou... Oui, bien sûr. Ouais. Ça, on rentre après. Il sort au bout de combien de temps? Alors, je sais pas, ça dure quelques heures, mais nous, on est dans des vestiaires avec. Puis à cette époque, et puis toujours, je sais pas comment ils sont maintenant, les vestiaires, mais les grands vestiaires, il y a de quoi manger, il y a de quoi boire, on est bien. On est bien. On ne s'occupe pas trop de Guy Novès. Et vous remarquez pas qu'il est pas là, quoi. Si, on sait parce qu'on le cherche. Ouais. Mais on le cherche du moins. On nous dit que. Donc, puis à ce moment-là, tu as les conférences de presse, tu as tout qui tourne. Donc, voilà. Puis ils l'ont libéré assez vite, je pense. Est-ce que. Alors, moi, quand j'étais jeune supporter du Stade Toulousain, je sais qu'il y avait un match qui m'avait particulièrement marqué. C'était celui de la finale de la saison suivante, top 14, où vous perdez 40-13 contre Biarritz. Ouais. Ouais, celui-là. Là, c'est une branlée. En finale de. Je crois que c'est juste pendant longtemps. Je pense que ça a été le plus gros score pendant très longtemps en finale. Le stade l'a battu, je pense, le Stade Toulousain. Là, on est. Parce qu'il faut rappeler que 10 jours avant, on joue une finale après prolongation, qu'on gagne face au Stade Français, on fête. On arrive rôti. Et eux font tout pour. Hein. Eux, ils sont parfaits. Ils sont cliniques, ils sont bons. Ils ont une équipe qui tourne à pleine puissance. Larry Nordoki, Traille, Yashvili, Perlong. Il y a un autre ailier aussi. C'est Ngonia? Non, c'est Cyril Bombo. Cyril Bombo, qui vous avait traumatisé sur le match. Ouais, ben il n'y a pas que nous. Hein. Il avait marqué le doublé. Ouais, lui, il en a traumatisé un paquet. Hein. Lui, c'était une vraie machine. Et puis, quel joueur sympathique. Ouais. Respectueux. Bah, fil d'esprit fidjien un peu. Ouais, vraiment costaud. Et du coup, cette finale-là, est-ce que ça a eu un effet sur le Stade? Non. Nous, notre saison, elle était faite. Non, puis au stade, tu prends, bravo, félicitations, tu la fermes, tu vas bosser. Ça fait partie de la mentalité des joueurs. Ça change pas, même si de temps en temps, j'écoute et je lis des trucs, même s'ils s'en foutent de ce que je pense, le Stade Toulousain, qui peut me déplaire, mais quand tu perds, tu la fermes. Voilà, moi, c'est ma façon de voir les choses. Et quand tu gagnes, tu es en danger, donc la ferme aussi. Humilité, quoi. Ouais, tout le temps. Ça sert à rien d'expliquer les choses qui vont te revenir dans la gueule quelques temps plus tard. Voilà, bosse. Et c'est les autres qui commenteront ta réussite.
Bah, à partir de 2004, tu enchaînes les sélections. Ouais. Tu fais 3 saisons. Alors, tu fais 2003, 2004, 2004, 2005, 2005, 2006 et 2006, 2007. Tout le temps avec au moins une sélection, mais t'en fais 6 ou 7, voire 8. Et tu as cette Coupe du Monde 2007 qui approche en France. Oui. T'es pris. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter le début de cette Coupe du Monde? Parce qu'apparemment, c'est iconique un petit peu. C'est une grosse préparation. On était prêts physiquement. On n'aurait plus qu'à bosser tout le monde. Physiquement, on est tous au rendez-vous. On fait tous des efforts, ce qui est normal, c'est le minimum. Mais là, on est plus que prêts. Les enchaînements des stages pendant la Coupe du Monde, la préparation physique sont d'une dureté absolue. C'était à Marcoussis déjà? Marcoussis, on va en montagne se préparer. Il y a un match, pardon, on joue 2 fois l'Irlande, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, où en tous les cas, on joue le Pays de Galles au Pays de Galles aussi. Je crois, alors moi, j'ai 11 sélections pour toi sur cette saison-là, donc j'ai les 5 de la Coupe du Monde et j'ai Italie, Irlande, Angleterre, Écosse, Angleterre, Pays de Galles. Le match de préparation, je ne pense pas qu'il soit compté comme sélection. Je ne sais pas. Ah ouais, peut-être. Aujourd'hui, c'est compté, mais... On s'en fout. Et donc, on arrive, il y a une équipe qui se dessine. Je ne suis pas. Je ne suis pas dans le 15 de départ. On se bat, on se tire la bourre avec Christophe Dominici, avec Aurélien Rougerie, Vincent Clerc. Moi, je peux être un peu au centre et un peu à l'arrière, donc je dépanne. Il y a Damien qui a un petit souci de genou, donc je dépanne un peu au centre, je m'entraîne peu à l'arrière, peu à l'aile. Et je dis à Bernard, Bernard, moi je défends pas mes chances correctement, puisque je peux pas montrer à l'aile, je peux pas montrer à l'arrière, donc je sais que sur les 3 matchs, j'en fais un à l'aile, ça se passe plutôt bien, mais les autres gaz aussi, donc j'ai pas pris d'avance, mais j'ai pas de retard, mais c'est statu quo. Et il y a ce match au Pays de Galles où Bernard a la grande idée de me mettre à l'arrière. Et donc, je fais plutôt un bon match à l'arrière. Et il me balance titulaire à l'arrière pour le match d'ouverture, qui est une réussite. Tout le monde sait qu'on a gagné ce premier match. 40-7, c'est ça, face à l'Argentine. Ouais. Je reviens juste sur on va en parler de ce match parce que ça a été quelque chose, mais les conditions de préparation. C'est la première vraie Coupe du Monde où vous expérimentez une très très grosse médiatisation. Exactement, on l'a subi totalement. On n'est pas préparé. Vous êtes à Marcoussis. Ouais, on est obligé de mettre des bâches parce que les journalistes passent au-dessus. Il y a le phénomène Chabal, Michalak, c'est les premières stars, les réseaux sociaux qui s'activent. Nous, on a une préparation qui est bonne, mais après le premier match qu'on perd, on y reviendra, on s'explique entre nous. Donc costaud, ouais, c'est la première fois. Et puis le bus part de Marcoussis. Non, on ne dormait pas à Marcoussis. On dormait à côté de Charles de Gaulle pour aller au Stade de France. Il y a la fameuse lettre de Guy Moquet qui est lue par Clément Poitrenon. Pour être transparent, j'écoute pas, je ne sais pas de quoi il me parle, je m'en fous. C'était mon côté, je prends du détachement sur l'événement. On arrive, le protocole d'échauffement, on ne l'avait pas bien préparé parce qu'il y a la fin de la cérémonie. On s'échauffe à moitié dans les vestiaires, on ressort, on est blanc comme ton micro. En plus, on avait des hauts blancs, super. Donc, et puis le match ne passe pas bien du tout. On arrive à tenir, et puis il y a l'interception de Rémi Martin qui se fait intercepter par Corletto. On perd ce match, tout le monde nous tombe dessus. Je reviens sur ce que je disais du bus pour aller au Stade de France, de l'hôtel, mais là, noir de monde, quoi. Les voitures nous klaxonnaient, les photographes suivaient le bus. On est dans le bus, on dit, mais qu'est-ce que c'est, quoi. Et pas prêt. Donc, mentalement, pas prêt. Du moins, psychologiquement, pas prêt à subir ça. Là, on s'est loupé. Je pense que dans la préparation, on l'a pas dominé, et après, il y a ce match qui est perdu. Et il y a le surlendemain de ce match. Qu'est-ce qui se passe? C'est très morose quand on rentre à Marcoussis. Je pense que ça se joue un vendredi. Le samedi, ça commence à monter un peu en pression entre nous. Et les anciens décident d'aller voir le match du dimanche soir dans le bar de Marcoussis.
qui est the place to be. Et on a entre nous, le patron comprend qu'il faut qu'il ferme un peu son bar pour nous, et puis on se dit les choses, la bière qui permet de parler, de se désinhiber. Puis ça monte en pression, s'ensuit des repas, les avants d'un côté, les trois quarts de l'autre. Avec Bernard, on s'explique. Autour de la table, j'ai des scènes, et je tairai les noms, qui s'expliquent vraiment avec Bernard. Parce que le staff était là aussi. Ouais, là, il fallait régler 2-3 trucs. Et la Coupe du Monde est lancée à partir de là. La Coupe du Monde est lancée, là. Décidément, entre 2007 et 2011, vous réglez souvent ça entre vous. Mais la vraie question, c'est pourquoi les handballeurs le font, pourquoi les volleyeurs le font, pourquoi... Parce qu'au bout d'un moment, je pense que la montée d'excitation, d'énervement, au bout d'un moment, il faut que la cocotte minute, elle pète, quoi. Alors, le point commun, on va dire qu'il y a souvent quand même un peu d'alcool autour de tout ça, mais c'est pas de l'alcool de beuverie, c'est de l'alcool qui peut désinhiber, donner le courage à prendre la parole. Que ceux qui parlent pas normalement. Ouais, voilà. Il y a pas eu de beuverie, hein. Il y a juste eu un moment de décontraction qui a permis de s'expliquer. On appelle ça un moment de solidarité aujourd'hui à la FFR. Voilà, un moment de solidarité. Très bien. Je vais prendre ce terme. Donc, ce moment de solidarité fait que on s'est dit les choses, mais j'y crois, moi, à ce moment-là. Je les provoquerai même si un jour j'ai des responsabilités. Mais est-ce que ce truc de se dire les choses, c'est parce que vous avez perdu que vous avez remarqué les problèmes? Je pense qu'on perd parce qu'il y a déjà un souci de... Et ça, vous n'avez pas eu l'occasion de vous le dire avant? Non. Donc, qu'est-ce qui se passe durant ce moment de beuverie? Vous parlez, Ouais. vous sortez de ça, il est dimanche soir, du coup. Ouais. Vous avez la Namibie après, ça doit être 5 ou 6 jours après. Ouais, on est tellement près que la Namibie, ça leur manquait de respect. On doit gagner. Voilà. Vous deviez mettre... Puis honnêtement, à ce moment-là, on ne se projette même pas sur la Namibie, parce que pour nous, elle est déjà en échec, cette Coupe du Monde. Donc on se dit comment sauver les meubles, comment se préparer, comment les leaders prennent... moi, je raconte ça, mais je ne suis pas leader à ce moment-là. Du moins, je raconte ce que j'ai senti, ce que j'ai vécu. Hein. Et puis, ça se met en route. Bernard refait une autre équipe, mais Clément à l'arrière, Vincent à une aile, moi à une autre. Il met un peu plus de Toulousains. On va jouer à Toulouse en plus, donc ça, c'est plutôt bien malin et bien pensé. Et ça déroule. Et après, ça déroule. Mais vous avez quand même l'un des matchs les plus, peut-être top 2 des plus grands matchs de l'équipe de France de l'histoire, ce match face aux All Blacks en quart de finale, face aux All Blacks, au Millennium, pas en France. Mais non, parce qu'on a perdu le match d'ouverture, parce qu'il faut savoir, pour gagner la Coupe du Monde, on s'associe. Moi, les dirigeants ont donné des matchs au Pays de Galles, à Twickenham, je pense, ou au Pays de Galles, d'ailleurs, je ne sais plus. Et on se retrouve, le deuxième de poule devait jouer à Cardiff. Et comme on est deuxième de poule... on joue à Cardiff. Vous sortez des phases de poule, vous êtes deuxième du coup derrière l'Argentine. Ouais. Est-ce que tu peux nous faire voyager à travers cette semaine de préparation face aux All Blacks? Parce que vous savez du coup après l'Argentine que ce sera les All Blacks. Ouais, c'est fait. On part plutôt de bonne heure au Pays de Galles. On y arrive le mercredi, je pense. Est-ce que le match est le samedi soir? Ouais, c'était le samedi soir. Et en tout cas, il faisait nuit, mais bon, on est au Pays de Galles, il fait nuit à 17h. Cadeau. Parle pas français, c'est pas grave également. On y arrive le mercredi, les entraînements se passent plutôt de manière cohérente, tout le monde est concentré, il y a la compo qui tombe, ça règle pas mal de tension, parce qu'on sait que ça peut être le dernier match de la Coupe du Monde. Et après, tu montes en pression, et qu'est-ce que tu veux qui t'arrive, honnêtement? Tu perds face à la Nouvelle-Zélande. Et alors? Comme d'habitude, en fait. Ouais, c'est pas comme d'habitude, c'est que en fait, les gens s'y attendent. Tout le monde dira ils l'ont perdu dès le match d'ouverture. Sauf que là, il y a ce petit sentiment de rébellion. On n'est pas une victime facile. Tout le monde nous donne perdant. Est-ce que les Blacks l'ont préparé avec la légèreté? Je ne crois pas. Dans les vestiaires, tu sens qu'il se passe quelque chose, ça monte. Moi, je me rappelle la veille d'avoir mon épouse au téléphone et je lui dis, tu sais, c'est la première fois où je me dis, je peux sortir abîmé du terrain. Je peux y rester là. On était habités. J'avais frisson rien d'en parler. Et on habitait. C'est pas bien ce que je vais dire, mais j'étais dans un endroit où je pouvais fumer. J'ai mon épouse au téléphone et
Et je lui dis, mais je suis prêt là. Je sais pas ce qui se passera. Et je me rappelle en raccrochant, je lui ai dit peut-être à demain. Je lui avais dit ça. C'est la grande classe. Comme ça. Et, Parce qu'elle venait au match ou... non, là, elle n'était pas venue au match pour le quart de finale. Et parce qu'il n'était pas prévu, on avait plutôt orienté des places pour le quart de finale en France, quoi. Dans l'achat des places pour la famille. Ouais, je comprends. Et là, on est dans les vestiaires et les leaders décident les fameux t-shirts, bleu, blanc, rouge. Et c'est très bien qu'il ait fait comme ça, parce que je pense que si on l'avait préparé avant, dit avant, il y aurait peut-être des joueurs qui auraient dit non, je vais pas, faut pas les provoquer, faut pas si. Bon, alors, en tous les cas, on s'est avancé, on s'est mis sur la ligne, on les a provoqués, ça les a déstabilisés, j'en sais rien. J'aimerais bien un jour savoir ou lire ou voir des vidéos, voir ce qu'ils ont pensé eux. Ça doit se trouver, on aura dû leur poser la question. Moi, j'ai eu le retour de ce qui s'est passé après le match pour Doug Howlett, que je te dirai ce qu'il a fait après le match. D'accord. Mais est-ce que tu peux nous raconter de l'intérieur ce haka? Parce que c'est un... Mais là, il est beau. C'est un kamaté. Vous êtes à... Bon, 2 mètres. Vous sentez la laine, quoi. Ben là, Voilà. même encore plus près. Je crois que on enlève une table. Ouais. Moi, je prends sais... Rocco Socco plein fer dans les yeux. Ouais, je me souviens, mais je sais même pas quoi te poser comme question. C'est Comment comment t'es habité, là. Par contre, quand tu te retournes, tu dis... va falloir qu'on s'envole, le gars. Hein, parce que là, on a quitté le curseur de la prétention, de tout. Il va falloir s'envoyer. Et puis d'entrée, ils écartent 2 fois, ils marquent 1 fois. Et après, on fait du rugby dense, intensif, physique, méchant. Pour la réaction au haka, c'est pas un truc par rapport à 2007, mais je sais que j'avais lu que Scott Hansen, l'ancien sélectionneur tu sais, après la demi-finale face à l'Angleterre qui perd au Japon, il y avait les journalistes néo-zélandais qui disaient est-ce que vous trouvez pas que c'est un manque de respect? Et lui avait dit le haka attend une réponse. Ben, mais honnêtement, quand tu regardes le haka, une fois que c'est terminé, on joue. Pourquoi c'est eux qui donnent le droit de on joue, on y va quand on veut, vous avez fini, avec tout le respect que j'ai, parce que j'ai une profonde admiration pour le haka, je vais le dire, ça m'arrive souvent d'en regarder, donc, parce que il y a de l'histoire, il y a des hommes derrière. Mais pourquoi ça serait à eux de dire on joue pas? Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si c'est clair. Le coup d'envoi? Ouais, voilà. Ben, vous avez fini le haka et nous, on est spectateurs. Non, nous, on est acteurs à ce moment-là. Vous voulez faire le haka, on vous montre qu'on est là. Donc, en se mettant, en disant OK, mais on est là. Vous faites le haka, on respecte le haka, mais par contre, on se met en face de vous. On n'a pas de haka, nous. Mais par contre, de faire corps avec ces t-shirts se tenant par les épaules, on vous montre qu'on est là. Donc, on est en même temps acteur pendant votre haka. Et et après, individuellement, sans se dire, on s'est tous pris un mec biabi, quoi. Bah, tu sais que pour encore une anecdote par rapport au haka, en 2005 ou 2006, c'est pas obligatoire le haka avant les matchs. C'est les fédérations qui respectent. Et il y avait un Pays de Galles, Nouvelle-Zélande au Millennium, et la fédération galloise, tenté de déstabiliser, avait refusé le haka sur la pelouse. Et il l'avait pas fait? Il l'avait fait dans les vestiaires, avant les hymnes. Mais ils avaient dit, il n'y a pas moyen qu'on le fasse pas. Et au final, ils avaient pris 60 points. Voilà. Quoi qu'il arrive. Et bon, on revient sur le match, mais... Ouais, mais là, tu te dis, waouh. Puis c'est beau, hein. Wow. C'est là... Sur l'image de TF1, là où il passe derrière, tu as la tronche de Chabal qui est en train de... T'es en osmose. Et en plus, il y a beaucoup de Français qui ont fait des efforts incroyables pour venir sur ce match-là. Ça sent bon, ça sent la poudre. C'est une cocotte minute, ce stade. Tu t'entends pas sur la pelouse. Puis il y a tout. On prend un essai vite, on se rebelle. Un avant, pas un avant. On s'en fout entre Michalak et Damien Traille. Ça marque. Il y a l'apothéose et Thierry Dussautoir qui éclate aux yeux de tout le monde. Le Dark Destroyer sur ce match-là. Il les a marqués sur ce match-là. Ouais, puis après, il a continué à les marquer aussi. Oui, mais sur ce match-là, ça a été... Et après, je pense que si on fait l'analyse, on perd la demi aussi là un peu. On laisse beaucoup de jus, on n'est pas très... Le soir, tu vois, on ne se couche pas de bonne heure. De toute façon, il était impossible de dormir, vu l'excitation, et la récupération, elle est difficile pour aller jouer l'Angleterre. C'est marrant parce que j'aurais pu en parler avec Byron Keller, mais j'ai jamais abordé le sujet avec lui. Ah ouais? Je sais pas pourquoi. Bon, je vais le recroiser, j'en parlerai. Mais il n'y avait pas d'irrespect en tous les cas.
Oui, mais je pense que ils l'ont pas pris comme de l'irrespect parce que je pense que l'esprit du haka, comme disait Ansel. Et puis ils savent que la France est hyper respectueuse de la Nouvelle-Zélande, donc il n'y a pas de souci entre. De toute façon, on l'a vu sur le dernier match au Stade de France. Où c'était beau. Cette espèce de lumière. Qu'est-ce que j'aurais aimé. Mais du coup, tu sais que les All Blacks, en tout cas le service commercial, ils ont vu ça. Et du coup, ils le font sur chaque match des All Blacks. En tout cas, je me souviens pas qu'ils le faisaient avant. Mais ils l'ont fait à l'Eden Park quand ils ont reçu... l'Afrique du Sud ou l'Australie ? Non, la France. La France, sur cette tournée. Ils l'ont fait. C'était incroyable. C'était super beau. J'étais dans les tribunes. J'ai la larme qui est montée en disant, putain, mais quelle chance. Puis là, il faut dire bravo à la Fédé, quoi. Dans la théâtralisation des matchs, maintenant, là, il y a eu Pelgal qui avait commencé avec les feux quand ils sortaient, ils laissaient rentrer les autres. Mais les feux, tu sais, comme leur logo, il y a une centrale qui partait comme ça. Et là, c'est bravo au service commercial ou au market, je ne sais pas qui réfléchit à ça, mais la Fédé le fait plutôt bien, même très bien. Bon, on va enchaîner. On a quand même ce match face à l'Angleterre. Tu nous as déjà parlé un petit peu de ce qui n'a pas marché. Là, on est pris à froid. Vous laissez un ballon qui traîne à la con. Damien Traille veut le laisser rentrer dans l'embut pour aplatir. Au lieu le ballon qu'il aille dans un sens, il va dans l'autre. Et après, on court après le score. Ça doit être un score dégueulasse, 12-15, un truc comme ça. Je crois que c'est ça. Et on court après, et puis on ne revient pas. Et là, finito. On va pas parler du match qui sert à rien. Le match de la petite finale. Non, tu sais que j'ai toujours fondamentalement du mal avec les petites finales. Il faut un classement. Ouais, mais pour moi, ça fait pas partie de la Coupe du Monde. Je sais pas comment l'expliquer. C'est pour ça que le foot a bien des défauts, mais le format sur la Ligue des Champions où tu perds ta demi, tu te casses. Ouais. Je crois que je préfère. Ouais, après c'est commercial, il faut ça fait un match en plus. Des droits télé en plus, des ticketing en plus. Ouais, mais est-ce qu'il y a une petite finale qui t'a marqué dans les récentes ? Non. Moi, par contre, je sais que j'ai bien vécu ma finale ma semaine de la petite finale. Ouais. Ah bah ouais, Bernard, il me dit bon, mais c'est vrai que tu joueras pas, on va faire une rotation. Je lui dis donc Bernard, on est bien d'accord, je ne joue pas. Donc ma Coupe du Monde, elle est terminée. Il me dit oui, donc je peux aller boire des coups, manger au restaurant, pas pénaliser le groupe. Il me dit oui. Et puis le mercredi, il me rappelle, j'étais sorti quand même le lundi, le mardi, et Bernard, il me dit on a un problème, Zaza, David Marty, des problèmes, il s'est fait un peu mal, tu es obligé de jouer. Ah putain. Je dis non, pas là, Bernard. Et il me dit mercredi, tu t'entraînes avec les titulaires au centre. Et le jeudi, il allait mieux. Et moi, qu'il aille mieux, j'allais mieux. Donc voilà la petite histoire de cette semaine que j'ai plutôt bien vécue. C'était un bon souvenir. J'ai pu retrouver ma famille à Paris. J'avais fait des restos, c'était cool. On clôt ce chapitre 2007. On n'est pas au bout là. Il reste encore quelques années, mais ça va aller vite. Moi, il y avait un essai aussi dans la lignée un petit peu du match de Biarritz, mais là, c'était plus positif. Même si vous perdez le match, c'était la finale face au Munster, au Millennium, où tu ne marques pas un essai, mais tu fais un truc où... Je sais pas ce qui se passe. J'en ai marre. Au bout d'un moment, j'en ai marre de subir. Parce que c'est un match il est canon, fermé, mais alors vous foutez sur la gueule. Je t'ai re-regardé récemment. Ah ouais? Et on s'en met plein la bouche. Hein. Et Fabien Pelouse prend un carton jaune. Il met un coup de pied au cul. Débile. Non, mais pour dire la tension qu'il y avait. Et puis après, il y avait cette fameuse règle où il nous cachait le ballon. Ouais. C'est-à-dire qu'il faisait un rug, il tombait à 10 dessus, un rug, 10 dessus, on ne pouvait pas récupérer. Nous, d'ailleurs, ça a valu une combinaison qu'on appelait le Munster à Toulouse. Hein. C'est cache-ballon. Hein. C'est anti-rugby, c'est tout. Les Irlandais ont trouvé cette parade-là. Bravo. Le Munster a trouvé cette parade-là. Du moins, cette efficacité-là. Mais j'en avais marre, moi. J'avais pas un ballon. Rien ne se passait. Et puis, sur une touche, je pète un câble. C'est à double tranchant, parce que le premier coup de pied, il passe pas très loin, au-dessus des mains de... Même le deuxième... Le deuxième, je le prends et je peux la remettre dedans, je regarde pas. Je vois qu'Yannick est pas là. C'est... comment il s'appelle c'est Yannick, oui. C'est Yannick Josion. Il est un peu tard, je sais pas si je dois la donner, et je décide de faire un petit coup de pied d'Esperado. Hein. Et après, Yannick Josion prolonge au pied, je crois. Il tacle, je crois, il prolonge au pied. C'est Yves Dongui. Qui s'écrase dans l'ongui. Qui s'écrase. Et ça relance totalement le match. Si vous perdez, c'était une espèce de petite lumière du match où tu te dis, bon, après vous perdez. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais c'est aussi la saison où tu remportes ton premier Brennus. Là, ça vaut beaucoup de lignes, beaucoup de choses. Moi, j'ai mis victoire titulaire.
Sale, salaud. Non, mais ça fait partie du... Attends, je change parce que on a quand même... Il y a une symbolique pour toi sur Brennus, c'est ton premier. C'est mon premier, puis quand je suis gamin, j'ai découvert le CAB avec mon grand-père, qui est parti trop tôt, beaucoup trop tôt. Et je sais que j'avais eu des discussions avec lui, mais des discussions d'enfants, hein, en disant papy, tu me verras jouer sur tous les terrains, je remporterai le bouclier. Et je crois que je fais 2 finales avant, et je me dis putain, t'es maudit, quoi. T'es maudit. Et là, on est face à Clermont. Il doit rester 2-3 minutes et on a assez d'avance. Et je suis en larmes sur le terrain. Je pleure. Je dis ça y est, c'est fait. Enfin. Le Graal. Tu vas pouvoir te rendre compte à quel point il est lourd ce bouclier. Ce qui est cool, c'est que on gagne. J'ai une de mes filles ou mes 2 filles avec moi sur la pelouse. Non, avec les images. Ouais, c'est un accomplissement de dingue. Honnêtement, je pense qu'à ce moment-là, je dois être à 3 Coupes d'Europe. 2. C'est 2010, la 3e. Ah, d'accord. Je m'en foutais complètement. 3 si tu comptes Brive, quoi. Ah, je compte Brive, moi. Tu vois, maintenant, je la compte. Donc, ta 3e. Je m'en foutais complètement. Je voulais ce putain de bouclier. Pardon d'être vulgaire, mais Tu peux. Il n'y a pas de limite. Je le voulais. On peut m'enlever tout avant pour vivre le moment que j'ai vécu. C'est une saison, c'est un groupe de potes qui travaillent, c'est des tensions, des accomplissements, Puis, depuis tout petit, tu fais que ça, quoi. Tu joues au rugby pour te dire, tu les vois tout au mois de juin, les Toulousains, quand je suis petit, c'est Toulouse, Agen, c'est soulever le bouclier de Brennus, quoi. Paris, tout ouais, ça. Oui, Paris, après Biarritz, et tu dis pourquoi pas moi? Pourquoi j'aurais pas le droit de le soulever, quoi? Et là, waouh, bien, ça fait du bien. Donc je l'ai ramené à la maison. Chez Brive? Ouais. Chez mon cousin de Saint-Giron aussi. Parce que tu m'avais dit la dernière fois, du coup, que tu étais redescendu à Brive, que tu avais arrêté le bus, c'est ça? Ouais, ça, c'est en 2009, je crois. Ah, c'est en 2009? Ouais. On en parlera après. Après que Guinoves m'ait branché. Non, mais ouais, c'est vraiment, tu penses à ton grand-père, tu penses à tes filles. Tu penses à tout, et puis je suis content, je le mets dans le salon chez mon père, chez mes parents, pardon. C'est génial, quoi. C'est top, du moins. Mon père, il n'a jamais pu l'approcher, quoi. J'ai quelques copains qui sont venus, j'avais peur de me le faire voler. Surtout que l'actualité récente ouais. fait que... Voilà, cette peur. Ouais. Après, est-ce que je me pose la question, parce que je sais que du coup, depuis quelques années, maintenant, ils ont un original et celui qui donne aux équipes. J'ai envie de dire que j'avais l'original. Puis ça me va très bien. Ouais, t'as pas envie de savoir, c'était le... Il paraît qu'il y en a 3. Il y en a un qui reste tout le temps à la Fédé. Et il y en a un qui se balade et un qui est... Il y en a un qui finit dans les piscines. Ouais. Moi, je l'ai jamais abîmé, j'ai jamais osé faire ça. Oh, tant mieux. J'ai fait pire. J'ai pas fait pire, j'ai fait différent. Ah, comment? Sans trahir de secret? Non, c'est sur le 2e titre. 2011. On met un droit de passage avec Romain Miloszewski, puisqu'on est dans un hôtel, on bloque tous les ascenseurs et tout le monde est obligé de passer par les escaliers clientèle et joueurs. Et on a vidé tous les minibars et mignonnettes. Tu passes, t'es obligé de boire une mignonnette. Sinon, tu passes pas. Okay. Et donc, c'était avec beaucoup de respect. On l'a mis à l'envers pour pas abîmer la magnifique peinture laquée. Voilà. Bon, on va passer ce titre. 2009, un autre essai d'anthologie. À Clermont? Non, avec le 15 de France. Ouais. Celui-là, je pense que je dois le voir au moins une fois par mois. Ah ouais? Je t'avoue que je le... C'est dans les algorithmes TikTok, Insta, je le revois une fois par mois. Je t'avoue que ça m'est arrivé de le regarder. Celui-là, il a une symbolique parce que on joue à Dunedin, on gagne le week-end d'avant. Je suis pas très bon. Et c'est Émile Ntamak, qui est entraîneur de l'équipe de France. Il me dit, t'es reconduit, mais si tu passes à travers, c'est fini. Bien la motivation. Donc là, je suis au summum de l'énervement. Et puis il y a cette mêlée centrale. Même pas centrale, hein. Ah si?
Elle est sur les 50, hein. C'était sur les 50, mais c'était un peu plus haut parce qu'ils font la passe à Trinduc, qui ensuite allonge en sauté vers Médard, qui te lance dans le couloir. Toi, tu longes avec il joue bien Médard. Hein. Médard, il va au maximum de ce qu'il peut faire. C'était le début des roues flaquettes. Au maximum. Et je prends Corrigen sur la vitesse parce que je pense qu'il est freiné parce que Maxime Médard va au bout du bout, donc il ne peut pas démarrer. Parce que s'il fait fin de passe, il pense qu'il connaît Maxime Médard, il sait qu'il a les reins, le coup de rein pour passer dans l'intervalle, donc il me la donne. Et après, j'arrive sur le joueur que je bade, Miss Mouliana. Et je ne sais pas trop quoi faire, mais je sais que quand je commence à rentrer vers l'intérieur, je vois qu'il est un peu déjà assis. Je dis, vas-y, fais-le. Bon, vas-y, fais-le. Et je le tente, ça passe. Et après, tout le monde me dit, mais comment tu t'en sors? C'est que moi, je m'en sors parce que je veux donner mon ballon. Je pense retrouver un Médard à l'intérieur, un centre, Mermoz, un centre. Et au moment où je fais ça, pour regarder dedans, et je vois un joueur passer, donc je fais comme un petit crochet intérieur pour l'éviter, ça glisse, et puis ça fait zoup. Il y a 2 joueurs qui glissent, dont Rocco Socco, et après je réaccélère un peu et je marque ou je me fais un peu une petite cuillère ou je glisse dans l'embut. Mais voilà, c'est pas écrit, pas prédit. Je vais pas vous dire que le seul truc que je vois, c'est que Mouliana est un peu assis. Mais je dis, c'est le moment. C'est que de l'improvisation en fait. Non, ou de l'instinct. C'est pas de l'improvisation. Pourquoi? Parce que cette situation, je l'ai vécue des dizaines et des dizaines de fois à l'entraînement. Parce qu'avec Zeba Traoré, on en a bouffé les Vincent Clerc, les Clément Poitronneau, on en a bouffé des séances de cadrage débordement, petit espace, grand espace, comment repartir, reprise d'appui, mais à un point de chercher des trucs. Donc on l'a tellement vécu à l'entraînement, à l'essayer, que quand elle arrive, cette situation, je la connais. C'est automatique. Et donc, je ne suis pas dans la réflexion de dire je fais quoi. Si j'ai un indicateur qui me dit, je sais quoi faire. C'est comme quand tu fais une passe à 1 mètre. Tu ne réfléchis pas à faire une passe à 1 mètre. Pourquoi? Parce que tu le sais, tu l'as vécu, tu sais le faire. Tu ne réfléchis pas quand tu montes sur un vélo pour pédaler. Parce que tu l'as tellement fait que pour toi, tu n'as pas la réflexion. Tu réfléchis à je m'arrête au feu rouge, je prends bien mon virage, ainsi de suite. Eh bien, on l'a tellement vécu au stade. Pourquoi? Parce qu'on avait les entraînements en opposition, parce qu'on était confronté à ces situations, que quand elle arrive, je le sais qu'il y a une possibilité. Et c'est un message que je peux passer, c'est faut vivre les situations. Un chanteur qui chante qu'une fois, il va avoir un track monstre. Un chanteur qui fait une tournée, je pense que ses derniers concerts sont meilleurs que les premiers. Parce qu'il vit la situation. Et là, je ne suis pas en train d'expliquer que j'ai tout calculé, mon truc, non. C'est que comme je l'ai vu, je sais y répondre. Après, j'ai la chance que ça passe. Après, c'est ton 4e sacre européen. Ouais. 2010, Biarritz, Stade de France. Ouais. C'était quoi cette finale? Parce qu'en fait, tu joues un club français en demi. Alors attends, vous jouez qui? Paris? Non, pardon. Vous jouez le Leinster au Stadium. Ouais. Tu te souviens de ce match? Ouais. Vous leur faites mal, vous leur cassez la gueule, mais le score reflète peut-être pas ça. Non, parce qu'à la fin, ils reviennent, mais on leur casse vraiment la gueule. C'était déjà l'époque Jamie Sleep, Sexton venait d'émerger, tout ça. Et t'as le Stade français en quart de finale, que vous battez largement par contre, aussi au Stadium, c'était genre 43 à 13. Je me rappelle. Et tu marques un essai là aussi sur le bord de ligne avec un petit jeu au pied, je crois, par-dessus. De Florian Fritz. De Florian Fritz, qui joue au pied. Sur une redoublée de Josion on s'est revu il n'y a pas longtemps et je lui ai dit, tu m'entends quand je te gueule dessus? Il me dit, non, je te vois, coquin. Et donc il y a Biarritz en finale, Stade de France. C'est presque une finale de top 14 en fait. Ouais. Et est-ce que tu le vis comme ça? Non, tu sais que les 2 équipes se connaissent, ça va peut-être pas être un match hyper ouvert, mais eux, ils ont plus de pression que nous, donc on joue un peu plus relâché qu'eux, je pense. Ils s'étaient mangé le Munster avec une finale où Bombo dézone, il ne doit pas dézoner sur un essai dans le fermé. Et eux, ils ont la pression de gagner. Ouais. Non, et puis voilà. 4e titre. Et ensuite, c'est un peu le trou avec le Stade Toulousain. Waouh. Je pense que je suis arrivé au bout. En fait, comment tu l'analyses aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu en arrives là? La motivation. Je suis un épicurien, je prends les 2-3 kilos qui me permettent de ne pas être performant. Je suis peut-être à bout de souffle quand je rentre. Parce que là, on est en 2009, c'est ça, hein, 9-10. On est en saison 2010-2011. Ouais. Je suis écarté de l'équipe de France parce que au retour de cette tournée en 2009, quand je marque, et en 2010, il y a les tests.
Il n'y avait aucune sélection 2010. Ouais, et je fais le match de novembre 2009. Je suis vraiment nul. Et après, je suis sorti. Et après, il y a l'émergence de bons joueurs et je ne suis pas rappelé. Parce que je me dis que la Coupe du Monde, elle est trop loin. 2011, j'ai plus envie de faire les efforts. Pas de motivation. T'as quel âge à ce moment-là 31, par là. 30 ans, ouais. Puis, voilà, ce rythme-là, il est cassé. Et quand on parle, on me dit ah, tu penses à la Coupe du Monde? Je fais comme tout le monde, ben oui, je pense, je vais faire les efforts pour. Et non, je ne les fais pas. Je vis tranquillement, j'ai mon contrat de 5 ans. Et c'est ma femme qui me pique là. Elle me dit, mais arrête de dire que tu veux faire la Coupe du Monde, tu fais aucun effort pour la faire. Elle me dit, mais là, vu dans l'état où t'es, tu vis une vie de monastère, tu te remets en forme, tu t'entraînes. Et elle me dit, je peux t'entendre dire que tu veux faire la Coupe du Monde 2011. Parce que tu te mens. Et là, pareil, fierté, tu sais, dans Over the Top, quand tu retournes la casquette ou dans Rocky, tu sais, quand il lui donne le go pour aller se battre dans Rocky 2, 3, je ne sais plus combien c'est. Là, tu vois, ça. Je dis, ah ouais, eh ben on y va. Et là, je me remets en branle, ça joue. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui partent pour le tournoi Destination 2010. Là où il gagne le Grand Chelem. Je joue à l'arrière, c'est Jean-Baptiste Elissal qui est entraîneur, qui me fait confiance et qui me dit bon, ben, de toute façon, on n'a pas trop le choix, il faut que tu joues à l'arrière, on n'en a pas d'autre. Hein. Et il me dit par contre, on construit les matchs, tranquille, doucement, tu connais Guy, il sait que tu vas relancer 4 ballons sur 3. Tu vas même relancer ceux que tu n'as pas. Et il me dit allez, on construit les matchs. Et je fais un match, ça se passe bien, 2 matchs. On va à La Rochelle, je fais un bon match, je drop, ça marche, très propre du fond de terrain, je renvoie les ballons, je m'emmerde. Honnêtement, c'est pas mon jeu, mais je m'emmerde. Mais je me dis allez, construis une nouvelle façon de jouer, construis. Et je sais qu'au bout du 4e ou 5e match titulaire, Jean-Baptiste, il me dit bon, mais ce week-end, Guy voudrait qu'on te mette remplaçant parce que quand tu fais un bon match, 2 bons matchs, 3 bons matchs, au bout d'un moment, il faut te mettre un peu à l'herbage pour que tu reviennes, pour que tu regardes de la fraîcheur. Il me dit moi, j'ai besoin de te faire jouer, il faut que tu joues. Je dis non, vas-y, continue à me faire jouer, je me sens bien. Et puis boum, 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 et puis ça déroule. Ça déroule, il y a les phases finales qui arrivent, il y a une quart finale, je crois, face à Biarritz à Anoeta. C'est ça. Vous gagnez avec un essai de Nyanga aux prolongations. Exactement. C'est surtout eux qui la perdent parce que l'essai de Paul Akoro, au lieu de plonger s'il va sous les poteaux, c'est fini. Hein. Ouais. Et après, il y a la demi, la finale et 2011 arrive et puis voilà. Il y a le titre d'abord. T'es titulaire face à Montpellier. Ouais. La génération Nagusa. Exactement. Trinduc, Picamol. Comment il s'appelle Julien Thomas aussi en 9. Ah ouais, ils ont du lourd et c'est pas une belle finale, ça se gagne au pied, je crois. Elle est pas terrible. C'était Luc McAllister, je crois. À non, c'est Jean-Baptiste Elissal. C'était Elissal. Non, il est entraîneur, je dis des conneries. Je crois que c'est. J'ai pas joué avec Luc McAllister. Mais non, je suis idiot, c'est Jeff Dubois et David Scrella. Et là, moi, je sais que c'est fini, puisque je viens de signer à Bayonne. À Bayonne et on perd en demi-finale. Contre le Leinster. Ouais. Donc tu sais que c'est ta dernière finale. Ouais. C'est ma dernière finale et j'ai beaucoup de pression. Pourquoi ? C'est pas une belle finale. Guy me sort, je crois, la 65e. Il a raison de me sortir. La pression, l'enjeu prend le pas sur... voilà. Et j'ai un immense cadeau de la part des 2 capitaines, Thierry Dussautoir et Jean Beaulieu, je crois. Ouais. Qui me donne l'autorisation d'aller soulever le bouclier de Brennus en premier. Parce qu'il n'y va pas qui veut. C'est codé. J'imagine. Et là, génial. Là, l'apothéose, là, tu termines. Et en plus, je fais un tour d'honneur, le bouclier sur les potes de mon pote Romain Miloszewski. Tu dis, bon, là, il pouvait venir. Il ne peut pas m'arriver grand-chose. Et j'apprends dans la foulée, ou je le sais, ou je ne sais plus, que je pars pour la Coupe du Monde 2011. Qui était pas... je l'avais dit que je la ferais. Ta femme te regarde en disant... Ouais, allez, plutôt menteur.
Presque menteur. Ouais, et puis il y a cette Coupe du Monde 2011 où rien ne se passe comme on souhaite, quoi. Nous, entre joueurs, on est très solidaires. Avec le staff, un peu moins. On se trouve pas. Avec le recul, maintenant, je vais dire qu'on se trouve pas. C'est pas la faute de quelqu'un en particulier? Dans un divorce, il y a les deux responsables, non? Voilà. Et du coup, vous vivez ce mondial comment? Parce qu'il y a la première partie où On est bon, hein? c'est plutôt pas mal ce que vous faites. Ça va pas ou quoi? On perd en finale dans le match de poule face au Tonga. Oui, mais d'abord. Les premiers matchs, oui. Il Oui, y a les parce matchs que préparation, on il y a monte en Irlande, puissance, on est bon, on gagne. Japon, Il y a le Japon. Vous perdez quand même contre la Nouvelle-Zélande. Sévèrement. C'était un 35-13, je crois. à Ouais, l'époque. sévèrement, donc. Et vous. Moi, j'ai pas l'impression. Peut-être de mon expérience, mais j'ai pas l'impression qu'après la Nouvelle-Zélande, c'est la crise. Non. Mais par contre, après les Tonga. Ah, c'est la grave crise. C'est, en plus, on a une réception le lendemain, je crois, à l'ambassade de France. À Wellington. À Wellington. Ça monte un peu, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, ça monte, il y a des petits groupes, ça s'isole, ça parle. On rentre à l'hôtel, on demande d'avoir un espace pour parler entre nous. Les fameux 2-3 petits verres qui désignent, puis là, ça monte, ouais, pression grave. On s'explique grave entre nous. Donc, vous passez en autogestion? Non. Non, parce que à ce moment-là, c'est Gonzalo Quesada et David Ellis avec qui on a eu des relations toute la Coupe du Monde qui prennent un peu le relais. Marc est plus trop présent. Il écrira qu'il avait laissé son groupe en autogestion qui était arrivé à maturité. On n'a pas trop plus de relation avec Emile Ntamak. Je veux pas parler de comment il s'appelle, j'ai oublié son nom. Pardon, si tu vois, l'entraîneur des avants. Son fils est lié à Bordeaux maintenant. Didier Retière. Pardon, Didier. Pardon, que j'apprécie en plus. Je vais te dire, oui. Que j'apprécie. Je crois que lui, il est quand même encore un peu impliqué au niveau du jeu d'avant. Et ouais, c'est pas terrible. Donc on prépare Pays de Galles, pas les meilleures conditions. Mais c'est la révolte d'un groupe. C'est du Sautoir, Harry Nordoki, Yashvili, Trinduc, non, pas Trinduc, si Trinduc qui arrive, Para, qui prennent le truc. Alors, moi j'avais lu un truc sur le Middle qui avait fait une série sur ça. Est-ce que tu faisais partie des fameux joueurs qui allaient dans la maison du Middle pour profiter de la Wi-Fi ou du réseau parce que vous captiez pas apparemment dans moi j'y allais pas, mais c'était, ouais, de ce côté-là, ça avait été catastrophique. Mais plein de trucs avaient été catastrophiques. On arrive à notre hôtel, pas de Wi-Fi, pas de suffisamment de nourriture, des femmes de joueurs présentes pendant la Coupe du Monde, donc les joueurs les retrouvaient. Moi qui suis hyper famille, j'avais dit à ma femme, mais non, ils nous ont dit qu'on se verrait que les jeudis, le temps libre. Mais non, pas du tout, en fait, compte. Donc, rien n'avait été préparé correctement. Rien. Mais ouais, rien. Et vous allez quand même un peu loin dans cette Coupe du Monde. Il y a ce match pourri, ce 9-8 face au Pays de Galles où Warburton prend son rouge sur le... Il joue bien, Vincent Clerc. Hein. Acteur studio, j'aurais filé un Oscar. En tout cas, bon, il prend un sale plaquage. L'Angleterre, ça va. L'Angleterre, c'est un peu plus maîtrisé. Alors, c'est vrai que le Pays de Galles, c'était la demi-finale. L'Angleterre, j'ai trouvé que c'était peut-être le match le plus intéressant de la Coupe du Monde, au final, de votre part, avec ce doublé de Palisson. De Palisson, j'ai l'impression qu'il marque un doublé sur ce match-là. Je crois que le score final, c'était un 17-12 de mémoire. Ouais. Et puis après, il y a cette finale à l'Eden Park. J'ai deux sentiments sur cette finale. Pourquoi? Parce que je pense qu'à un moment donné, on doit la prendre. Okay. L'arbitre ne nous la donne pas. C'est une certitude. Mais il y a 2 pénalités ou 3 qu'on loupe, qu'on prend les poteaux, qu'on ne les réussit pas. Et je pense que parce que les Blacks, ils ne sont pas au mieux. Les Blacks, ils ont le trouillomètre à 0. Ils ont leur 4e 10 sur le terrain, qui était à la pêche une semaine avant la finale. Ouais, et je pense qu'ils sont totalement perdus. On les laisse dans le match. On les laisse dans le match. Eux, ils font ce qu'ils savent très bien faire, jouer, écarter.
conserver le ballon, ils ont des individualités, mais quand tu es en finale de Coupe du Monde, tu arrives à contrer ce genre de choses. Et nous, on peut l'apprendre, on ne l'apprend pas. C'est bien pour l'histoire du rugby de se dire que la Nouvelle-Zélande, qui avait vécu un traumatisme tremblement de terre, je crois, avant. C'était à Christchurch, ouais. Une fédération financièrement un peu dans le dur, gagne cette Coupe du Monde, voilà. Ça, c'est pour l'histoire. Je te dis, au fond de moi, j'aurais préféré la gagner. Ouais. C'est un peu cette Coupe du Monde qui lance la génération 2015. Ouais, tout à fait. Au final, ce 8-7, quand même, il a un goût d'inachevé. Il est moins violent que le quart de finale récent de l'équipe de France face à l'Afrique du Sud. Quelle honte. 62-13, je crois. Non. Face à l'Afrique du Sud, j'ai entendu la Nouvelle-Zélande. 29-28. Je parlais de match de Coupe du Monde. Celui-là, il est d'une violence extrême, quoi. Les pauvres. Bah ouais. On en a eu quand même des traumatismes avec le 15 de France. Ouais. Après, c'est normal. C'est du sport de haut niveau. Plus tu y mets, plus tu es déçu. Je sais pas, moi, le match face à la Nouvelle-Zélande où tu en prends 62 en 2015 m'a plus marqué que le quart de finale, tu vois. Ouais. Parce que en fait, la violence rugbystique que tu prends face à la Nouvelle-Zélande, et je trouve, parce qu'au final, le match face à l'Afrique du Sud, on peut dire l'arbitre et tout, tu le perds parce que dans le jeu aérien, t'y es pas. Tu prends des essais qui sont pas construits. Pour moi, c'est moins choquant que quand tu te fais absolument démonter la gueule en 2015. C'est ta vision. Je préfère perdre 62-12 que 7-8. Ah ouais. Bah, t'es pas invité à 62-8, tu peux dire ce que tu veux. Alors là, donc, mais regret, mais pas. Attends, quand tu sais que tu préfères en prendre 62 en finale. Je préfère perdre une bonne fois pour toutes 62 une seule fois. Est-ce qu'on peut tromper 1000 fois Non, je préfère prendre une grosse branlée d'un coup. Comme la finale de Biarritz, t'es pas invité, et tu te dis, bon, faut plus jamais revivre ça. Donc, tu fais tout pour ne plus jamais revivre ça, que de perdre régulièrement, petitement. On va passer sur ta fin de carrière. Tu fais 2 saisons à Bayonne, qui se passent pas très très bien. Non, j'arrive de cette Coupe du Monde, je suis plutôt en forme, je joue. Le club est totalement instable. La valse des entraîneurs, on a eu Yann Delegue, on a eu Jean-Pierre Elissal, Thomas Lièvremont, Denis Avril, plein d'autres. Changement de président, non, là, c'est pas à l'éclate. Je me découvre une vraie passion pour la chasse. J'ai du temps avec mon pote Denis Avril. Non, c'est pas l'éclate. Il me reste une dernière année de contrat à les dénoncer de manière totalement cavalière de la part de l'ANTA. Pas aucune élégance. Mais voilà, et après, terminé. T'es déjà on peut le dire, t'es déjà en pré-retraite à Bayonne. Non, j'arrive à Bayonne. Le deal, il est simple. Je fais une première année. Honnêtement, c'est un moyen plus. Et la deuxième année, Delo, l'ANTA arrive. Et le deal, il est très clair avec eux. Speeding est le numéro 1. Moi, je suis là pour le titiller, le challenger, jouer un match sur 3, sur 4 avec la vision des coachs. Il y a Marvin O'Connor qui joue, qui est en train de monter en puissance aussi. Je suis là pour faire de la transmission. Ils ne m'ont même pas laissé l'occasion de le faire. Voilà. Et c'est vraiment sur cette saison-là que tu te dis que c'était... Non, parce que là, je suis dans l'inachevé. Est-ce que tu as réfléchi à dire, est-ce que je fais une petite de plus à Ouais, j'ai 2 ans sur la table au Japon. Tu te souviens du club? Je retrouverai, mais bon, c'est son air voiture, on va dire. Parce qu'il doit y avoir la Mitsubishi, les Toyota, voilà. Et j'ai 2 ans sur la table au Japon. Je ne veux plus jouer en France. Je n'ai pas de proposition à l'étranger. Hormis moi, Angleterre ou autre. Et j'ai une proposition pour devenir entraîneur de 3/4 dans un club. Et j'ai, à ce moment-là, Andros qui me tend les bras et Canal+. Donc là, gros dilemme. Donc je dis Andros et Canal+, et je passe mes diplômes d'entraîneur. Parce que Andros,
Où je bosse aujourd'hui, je travaille aujourd'hui. Où tu travailles aujourd'hui, mais tu m'avais dit que tu le connaissais, Oui, le patron depuis avant, je crois. Oui, les relations que j'avais avec Andros, elles étaient à travers Frédéric Gerveson, Maxime, son fils, qui est aujourd'hui à la tête de la France, Xavier Ric, qui était commercial à l'époque. Et puis j'avais rencontré la direction, on avait parlé de reconversion, il m'avait tendu la main. Et puis il était temps, voilà, je les avais rappelés. Et il m'a dit, nous, si tu veux venir, on peut t'intégrer maintenant. Voilà. Donc il y avait le choix de la sagesse et de la sécurité en allant chez Andros apprendre un métier, mais où j'avais aucune garantie. On m'a dit, si tu bosses, on t'aidera. Voilà. Okay. Ce qui est logique. Hein. Je voulais passer quand même mes diplômes d'entraîneur, donc je les ai passés. Comment ça se passait géographiquement? Parce que Canal, c'était à Paris. Andros, comment ça se passait? Je vivais à Toulouse. Ok. Je travaillais pour une filiale du groupe Andros qui est à Proléna dans le Gers. Ok. Je passais mes diplômes d'entraîneur à Toulouse. Ouais. Et je montais les week-ends à Paris pour faire les émissions ou toute la France pour commenter les matchs. Ok. Pas souvent chez moi. Peur du vide, je me suis rempli. Pas de burn-out, hein. Okay. Ils ont cru que j'allais faire l'inverse, moi. À vouloir trop bosser, trop, que j'allais faire un burn-out. Pas une dépression, un burn-out au lieu d'une dépression, pardon. Sur la vie personnelle, on parle souvent de la santé mentale des joueurs. Moi, je sais que j'avais lu il n'y a pas longtemps du Sautoir qui disait que sur ses 2 dernières années de carrière, il avait été, alors je crois qu'il avait employé le terme exécrable avec sa femme dans la vie quotidienne. Parce que, alors je ne me souviens plus exactement, mais je crois qu'il avait du mal à accepter la fin de carrière, etc. Il dit ça pendant ces 2 dernières années ou les 2 années après son arrêt? Sur ces 2 dernières années de carrière, il avait du mal à l'accepter. Moi, je l'ai accepté. Tu l'as? Ouais, je savais que ça allait arriver. T'as pas eu de dépression post-carrière? Parce qu'on sait que ça peut être dur parfois, tu sais, de passer de cette ambiance de non plus, vestiaire, justement, parce que je me suis rempli. Grâce à Canal, je continuais à aller tous les week-ends voir du rugby et commenter du rugby. Donc, je voyais les potes, c'était cool. J'étais un peu dans le monde un peu festif du monde du rugby, parce que quand tu commentes, tu arrives la veille, tu repars, ainsi de suite. J'entraînais les Crabos avec David Gérard au Stade Toulousain, donc j'étais toujours dans le truc. Et à Andros, je m'éclatais dans mon nouveau boulot, où j'apprenais. Ah, donc tu n'avais pas le temps de te Moi, j'ai pas le temps de gamberger. Et d'ailleurs, ma vie, elle est gérée comme ça. Même maintenant, je me remplis de plein d'activités pour construire, capitaliser, apprendre les moments où je suis dans la réflexion. Ça m'arrive. Mais c'est moi qui l'ai choisi parce que j'ai besoin de réfléchir sur un événement, un choix, un dossier. C'est moi qui me mets en retrait, un peu en veille sur ma boulimie de travail. Mais j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui. Je suis directeur événementiel et sponsoring pour Andros. Je commente l'actu du sport sur RMC les week-ends, 2 week-ends par mois ou un week-end. Sur les grandes gueules. Aux grandes gueules du sport, ouais. J'entraîne les U12 de Brive. Ok. J'ai plein de petits trucs à côté, donc ouais, je suis... Justement, alors, tu as arrêté Canal à un moment. Non, j'ai pas arrêté. Hein. C'est eux qui m'ont dit merci sans raison. Tu aurais aimé continuer? Ouais, bien sûr. T'es un peu fâché ou pas d'avoir été un petit peu forcé dehors ou pas? Non, je suis pas forcé dehors. Je suis quelqu'un qui arrive en fin de contrat. Donc, c'est normal que tu es reconduit ou pas reconduit. Ce que je pourrais dire, c'est que cette décision, ils l'ont prise certainement tôt. Sauf que moi, ils m'ont averti 10 jours ou 15 jours avant la fin de mon contrat. Donc, ce qui veut dire que je n'ai pas pu me retourner pour me proposer sur une autre chaîne. Parce que c'est pareil que quand tu es joueur, hein, c'est le même truc. Donc, les raisons, de toute façon, quand tu es sportif ou dans le monde professionnel, tu n'es pas prêt à les entendre. Parce que tu te dis, il se trompe. Mais là, il n'y avait pas de raison. Parce que Eric Bail me dit, on est très content de toi. On n'a rien à te reprocher. Tout le monde t'apprécie auprès des équipes, que ce soit technique, les journalistes, les commentateurs, il n'y a pas de souci, sauf qu'on veut féminiser l'antenne et on veut amener autre chose. Voilà. C'est dur de te dire, on n'a rien à te reprocher, mais merci. Donc, j'ai rien dit. J'ai pas voulu m'exprimer dans la presse. On est venu me chercher. Hein. Et l'équipe, je crois que tu avais fait une interview avec mais très soft. Hein. Ouais. Très, très soft. Je l'avais lu. Ouais, très soft.
Parce que j'y ai passé 10 ans, 11 ans merveilleuses. Il faut reconnaître et pas mordre la main qui t'a nourri ou qui t'a tendu la main, qui t'a donné ta chance. Et Riba, il l'a fait. Voilà, le seul truc que je regrette, c'est que ça a été fait avec un petit peu de manque de courage, je dirais, managérial. Voilà. Si la décision a été prise, il aurait fallu me le dire plus tôt. C'est tout. De toute façon, il a fait son choix, il était fait, mais c'est de la façon dont ça s'est fait, c'est tout. Donc pendant quelques temps, on ne s'est pas parlé. Ouais. Ok. On va revenir sur les dernières questions parce que ça fait quand même presque 2 heures. Ah ouais, je suis bien. Hein. Non, juste pour revenir du coup sur Guinoves. Ouais. Parce que de suite. On a parlé de la première partie de ta carrière au Stade Toulousain. Au final, dans le global, comment tu décrirais ta relation avec Guinoves et comment il est Guinoves en vrai? Enfin, je très, t'aime très moi non ouverte. plus, mais surtout je t'aime. Voilà. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est il y avait toujours eu du respect. Quand je dis je t'aime moi non plus, c'est je te respecte, tu me respectes, mais on n'arrive pas à se parler. Mais une fois qu'on a fonctionné, ça a été fort parce qu'il m'a fait comprendre des choses, il m'a peaufiné. Même de nos jours, aujourd'hui, on s'appelle de temps en temps, c'est cool. J'ai un profond respect pour toute sa carrière, pour l'homme qu'il est, pour ce qu'il a construit, ce qu'il a fait au Stade Toulousain, ce qu'il fait aujourd'hui de sa vie. Et je suis triste pour lui, mais vraiment qu'il n'ait pas eu la génération à la hauteur de sa qualité de manager. Je pense que les garçons qui étaient à ce moment-là en équipe de France en ont eu peur. Et qu'il n'a pas trouvé son truc. Plus le truc avec la fédération. Oui, plus après les bâtons dans les roues qu'on lui a mis et la façon dont on a tout fait, c'est pas trop français ça, pour pas qu'il arrive. Mais c'est un monstre. C'est fou cette capacité qu'il a à trouver le bon mot. Des fois, ça a mis du temps, moi, ça a mis 3 ans. Mais une fois il s'est peaufiné. On est tous unanimes. C'est quelqu'un qui connaît parfaitement les hommes. Le petit point d'amélioration, si Guy, tu le vois, et ça fait partie du personnage. Il est rancunier. Ouais, il n'oublie pas. Il pardonne, mais il n'oublie pas ou il pardonne pas? Je ne sais pas s'il pardonne. Je ne sais pas. Ce serait une question à lui poser. Ouais, je ne sais pas. Je pense qu'il est capable de pardonner des petites choses parce qu'il donne une seconde chance. Donc c'est qu'il y a un peu de pardon. Mais si c'est trop violent, je ne sais pas. Mais est-ce que moi je pardonnerais si on est très violent avec mon entourage? Je sais pas. Moi je sais, je pense que non. Mais je sais plus, j'ai lu un truc l'autre jour où j'ai vu, est-ce que ne pas pardonner, est-ce que c'est pas se pourrir une partie de son existence? Oui, je te pardonne, mais moi, terminé, viens plus me voir, mais si tu as besoin d'entendre le mot pardon, oui. Ok. Autre chose sur Guinoves? J'en aurais tellement à dire Ouais, c'était magique. Merci. Ouais, voilà. Je crois que merci parce qu'il m'a fait devenir homme, il m'a peaufiné, il m'a permis de ne pas faire d'erreur. Ou des moments où ça brillait trop, ça allait trop vite, ou il a permis de laisser mon ancrage. Il m'a laissé vivre. Même si ça lui déplaisait 2-3 fois que je rentrais avec le sourire sur le terrain. Ouais. S'il le voit, il sait de quoi je veux parler. Mais non. Ouais. Puis joueur, comme on disait tout à l'heure, le fait sur un match à Clermont où il me branche grave et que sur un pari à la con, je lui dis s'il se passe ça, ça et ça, j'arrête le bus à Brive, on mange et on va à la Charrette, une boîte de nuit qui est ici. Et il me dit bah ok, voilà, fait. Tu le fais, donc ouais, vous arrêtez à la Charrette. Ouais. Plein de choses comme ça. Ouais. Est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont marqué? J'ai pas envie de te faire une question aussi, le joueur le plus talentueux. Non, parce que j'en ai trop. Je dirais dans l'ensemble de la technicité, Jean-Baptiste Elissal.
sait tout faire, mais tu le mets au golf, il sait faire, tu joues au foot, il sait faire, au basket. Bon, il va pas dunker, c'est pas très grand. Ah bon? Mais ça peut être un énorme meneur. L'exemple par la démonstration, Thierry Dussautoir. Un leader par l'action naturelle. Il était vocal du sautoir dans sa carrière? Est-ce que c'était un leader de vestiaire ou est-ce que c'était un leader par C'était un l'exemple? leader de vestiaire, mais par l'exemple. Par l'exemple. C'était pas lui qui faisait le discours d'avant-match ou... Ah, si, ça pouvait arriver. Mais quand tu es au stade, il y en a plusieurs. Hein. Donc, Oui, il y a voilà. celui sur le terrain d'entraînement. Enfin, Ah, quand j'étais non. Il y a ceux du vestiaire, il y a ceux qui sont plus à l'aise. Thierry a une préparation qui était un peu individuelle au départ. Donc voilà. Celui qui m'a canalisé le plus vite compris, Fabien Pelos, qui est devenu le parrain de mon dernier 15 ans maintenant. Je dirais mes 2 gardes du corps, Josion Fritz. Ouais, eux, ils m'ont fait passer des après-midi de rêve. Hein. Soit en me distribuant les ballons, soit en plaquant 0 mec. Non, et après, il y a des mecs importants. Delègue, dans ma carrière, a été important. On a fait 4 ans ou 5 ans de chambre commune. D'ailleurs, je le présente comme mon psy. Chaque fois que je le vois. Delègue, mon psy. Non, il y a plein de mecs. J'ai peur d'en oublier, mais Romain Miloszewski a été un parfait partenaire de décompression. Ouais, il y en a plein. Il y a, si je reviens un peu en amont, mon beau-père qui, en toute discrétion, a su me faire prendre les bonnes décisions au bon moment. Pierre Néra, Jean Faro, les premiers éducateurs qui m'ont... T'as sonné? Et je peux forcément, j'oublierai pas, dans la vie, j'ai été... mes parents m'ont laissé quand même faire et prendre mes décisions. Et on en a parlé, mais j'oublierai jamais cette petite voix quand je rentrais les week-ends, quand je jouais à Agen ou à Toulouse et qu'on se mettait sur le repas du dimanche. Et mon père, il me dit, et après, tu vas faire quoi? T'as préparé ton après? Ah et ouais. tu vas faire quoi? Et c'est marrant, cette petite voix, il avait raison. Il avait raison. Donc, je pense, à force de me le dire, c'est rentré en moi et que vers la fin, j'ai anticipé pour préparer. Ils ont parfois ce don pour être un petit peu tatillons, mais au final, ils ont raison. Mais même là, il me dit, tu vas faire quoi après? Donc voilà, donc si je résume un peu, j'ai peur d'avoir oublié quelqu'un. Est-ce qu'il y a des joueurs étrangers, toi, qui t'ont marqué? Glenn Osborne. Ok. Ouais. Christian Cullen. Ouais. Contre qui t'as joué, ça? Ouais. Non, Glenn Osborne, je ne l'ai pas joué, je pense pas. Non. Est-ce que tu as des joueurs avec qui tu as joué étrangers qui t'ont... Parce que le Stade Toulousain, on a vu quand même une tripotée. Ouais, la famille Maca. Vraiment à part. Hein. Trevor Brennan. Mais une générosité à l'extrême. Bon, alors lui, il a donné son corps pour la science. Si je ne vais pas révéler à personne et trahir de secret en disant que Trevor n'était pas un joueur de ballon. Mais c'était un drôle de joueur de vestiaire, de combat. Et puis maintenant, c'est souvent lui qui arrive à nous fédérer d'ailleurs, qui lance des trucs, venez, on se retrouve. Donc des joueurs, Byron Keller, le passage à Toulouse nous amène dans une autre dimension. Le petit taureau. De préparation, d'énergie. Il nous fait du bien. Au moment où il arrive, il nous fait énormément de bien. Et puis Joro Kosoko, avec qui j'ai joué à Bayonne. J'ai joué aussi avec Miss Mouliana en Barbarians. Là, on avait une équipe de dingue. Soyalo, Mouliana, c'était une équipe de dingue, les Barbarians britanniques. Et voilà, les joueurs. J'aurais aimé avoir un mec comme Luke McAllister, dont tu parlais tout à l'heure. Moi, il m'a trop marqué. Et forcément, comme tout mec qui aime le rugby, d'avoir la rage et l'envie d'un Thomas Ramos de maintenant, même si nous, on avait notre Garbajosa, qui sont similaires dans le refus de la défaite. Ouais. Tiens, d'ailleurs, je dis, je lui souhaite une carrière aussi forte en émotion et j'espère plus long, parce que Xavier, on sait qu'il a été limité par les blessures. Mais la nouvelle star qui montre au centre de Toulouse. Calvin Gourg. Mettez des parallèles avec Garbajosa. Dans l'attitude, la course, le punch. Les appuis. Mais c'est une certitude. Je le revois. Ah ouais? Ah mais chaque fois qu'il touche le ballon, pour moi, c'est Garba. Moi, pour l'anecdote, Calvin Gourg, je l'avais vu avec les espoirs, pas la saison dernière, la saison d'avant. Avec les espoirs, et je fais... c'est qui? Et je demande à un mec au bord du terrain, il me fait...
il s'appelle Calvin. Et Calvin, t'en souviens, tu sais, le nom, c'est pas comme ça s'appelait Paul ou Pierre. Et du coup, je regarde sur la feuille de match, Calvin Gourg, ok. Et il fait quelques matchs en début de saison l'année dernière. Et je le revois plus. Et sur les bulletins, parce qu'ils faisaient des bulletins médicaux à l'époque, le Stade Toulousain, je voyais 100. Et j'étais là, mais comment ça 100 ? Genre, il a changé de groupe sanguin ou quoi ? Non, en fait, l'opération incroyable, ils lui ont reconstruit une artère parce qu'il avait des frémissements. Honnêtement, incroyable. Et je croyais que c'était pas connu, ça. Parce que je pense que c'est pas exploité. Hein. Mais je pense que, et du coup, à cause de cette connerie, il a eu un an de retard sur son développement parce qu'il a passé. En plus, honnêtement, j'ai jamais discuté avec lui, tu vois, mais ça doit être frustrant parce que c'est pas comme si tu te fracasses un. Je crois qu'en plus, même, il était à 2 doigts. Je vais pas dire de bêtises, hein. Tu couperas, mais pas loin de l'amputation à un moment donné. Hein. Ça allait loin, hein. C'était chaud. Hein. Ils lui ont reconstruit. Ce que j'ai pu entendre. De toute façon, mais je crois, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il lui avait reconstruit une artère entièrement. Parce qu'en fait, il y avait un espèce de caillot sanguin qui lui bloquait la flux. Et le fait est que, du coup, il a, à mon sens, une espèce de frustration. Où tu sais, c'est pas comme si tu pètes le bras. Parce que là, tu marches normalement. Ça va, tu peux jouer. Mais ça va pas. Mais tu peux pas jouer. Mentalement, il y a quelque chose à poser des questions parce que. Et le pire, c'est qu'ils reviennent. Et il explose direct. Quoi. Non, mais il rentre son entrée à Clermont en début de saison. Mais fais le parallèle. Remets-toi des images de Garba et lui. Tu verras. Il y a de la similitude. Ah ouais. Moi, mais c'est flagrant. Pour moi. Je me le ferai. C'est bon ? Je crois qu'on a tout abordé. Bon, ouais. Non, je regarde juste si j'ai pas des questions en plus. Non, mais je crois que j'ai à peu près tout. Merci c'était Cédric cool. Clémence. On la refera une 3e fois ? Je pense. On refera l'analyse Calvin Gourg dans 5 ans et tu me diras. Alors, j'avais pas raison sur la garde. Bon, écoutez. Merci de regarder la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez regardé la vidéo, écoutez, parce que je vais la mettre en podcast aussi. Et merci Cédric Clémence de m'avoir donné 2 fois du temps. Avec plaisir. Merci Bon courage beaucoup. pour la suite et continue. Merci beaucoup.